Bonsoir à toutes et à tous au poste. Avant de vous dire de quoi on va parler, je vais présenter les invités de ce soir et vous allez très vite comprendre pourquoi je les ai réunis tous les trois. Alors, je vais commencer chronologiquement par Guillaume Mazot. Voilà, Guillaume, bonjour. Bonjour. Qui est historien de la Révolution française. Alors, tu travailles en ce moment et depuis un certain temps sur l'année 1789, au cours de laquelle il y a une convocation des États généraux qui s'est accompagnée de la rédaction de dizaines de milliers de cahiers de doléances. Mon deuxième invité, Michel Pigenet, bonjour. Bonsoir. Alors, tu es historien du travail, des mouvements sociaux. Tu viens de publier un livre que je vais montrer là. Voilà, j'adore. Super livre sur les États généraux de 1945, que je ne connaissais pas du tout avant. Une expérience démocratique oubliée. Et pendant cette convocation des États généraux de 1945, il y a rédaction de cahier de doléances. Et ma troisième invitée, Hélène Desplanques, tu es autrice, réalisatrice, tu as réalisé un film qui s'appelle Les Doléances en 2023, qui est d'ailleurs visible actuellement en replay sur France TV et que vraiment je conseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui porte, comme le titre l'indique, les doléances sur les cahiers de doléances rédigés pendant... à côté, avec, voilà, on y reviendra, le mouvement des Gilets jaunes. Donc vous l'aurez compris, mes trois invités sont venus pour parler d'un point commun qui est les cahiers de doléances à trois époques très différentes. Et on va ensemble se poser la question de qui les a rédigés, pourquoi, dans quel contexte, pour dire quoi, pour faire quoi, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, enfin plein de questions qu'on va pouvoir brasser, et c'est un sujet absolument, moi je trouve passionnant, mais en plus qui a une véritable actualité, on terminera là-dessus, parce que en ce moment, nombreuses se mobilisent pour assurer la publicité au sens de la mise en ligne en open source, la publication des cahiers de doléances de 2019. Donc ce que je vous demanderai pour commencer, chacun à votre tour, un peu chronologiquement, c'est de présenter le contexte dans lequel ces cahiers ont été rédigés, peut-être en rappelant qui est à l'initiative de ces cahiers, comment on arrive à un processus de rédaction des cahiers, puisque les trois contextes sont très différents, évidemment, mais les processus aussi qui ont conduit à la rédaction de ces cahiers sont différents. Je sais que c'est un peu large, mais... Donc peut-être on commence en 1789. Le gros morceau de 1789. Le gros morceau. Donc les cahiers de doléances, ils sont réunis dans un contexte de préparation de ce qu'on appelle les États généraux. Et le contexte est très différent d'aujourd'hui, puisque c'est à la fois une crise de régime, mais aussi une crise de système d'ordre politique et social, celui de la monarchie absolue, de la société d'ordre. Et alors les États généraux, quand ils sont convoqués, ils sont donc convoqués le 5 juillet 1788, dans un contexte de crise qui dure depuis très longtemps, en fait, depuis plusieurs dizaines d'années dans la monarchie absolue. Et c'est une assemblée représentative des trois grandes parties de la société qu'on appelle les ordres, et qui, en fait, pas du tout représentatif en termes numériques, ou en tout cas en termes démographiques, mais qui représente en réalité les valeurs de la société, de cette société-là. Ils n'ont pas été réunis depuis très longtemps, depuis 1614. C'est toujours des moments très compliqués où le roi est un peu obligé de les réunir parce que c'est une situation de crise. Donc il se présente comme un roi qui prend conseil, donc il redore un peu son image, mais en même temps, c'est aussi concéder qu'on est dans un moment très compliqué. Et donc c'est toujours à double tranchant. Et de fait, ceux de 1789, c'est une sorte de pari. Un peu fait par Louis XVI sous la pression en partie de la noblesse, en partie du tiers-état, en partie du clergé, mais que Louis XVI tente. Il n'est pas du tout le roi fatigué ou dépassé qu'on décrit souvent, pas encore. Parce qu'il pense qu'il a plutôt intérêt à réunir une partie de son peuple, ou de ses peuples, comme on dit à l'époque, un petit peu pour... court-circuiter les corps intermédiaires, on dirait ça aujourd'hui, et pour nouer un lien direct avec la population pour sortir d'une crise financière, parce que la question qui est posée, c'est la question financière de l'endettement monstrueux du royaume depuis la guerre de 7 ans, c'est-à-dire depuis 1763. Voilà. La question de départ, elle est celle-là. Tout le monde sait que c'est un moment complètement majeur. Personne ne sait qu'il va y avoir une révolution, mais tout le monde sait qu'on est dans un moment de crise très forte. 1945. Alors, 1945, à la mémoire de 1789. Eh oui.
et je dirais en même temps de 1793. Mais on ne va pas trop entrer dans l'histoire de la Révolution française. Quel est le contexte ? Le contexte, c'est une France qui est à peine libérée, pas totalement d'ailleurs, puisque la guerre se prolonge, elle va durer, on le sait, en Europe jusqu'en mai 1945, et plus longtemps encore en Asie. Et puis, on a un ancien régime, qui est la Troisième République, dont on devine déjà que plus personne ne veut, et puis le régime Honni de Vichy. Et à partir de la Libération, s'installent des pouvoirs qui ne sont pas de même nature, qui se soutiennent pas mutuellement. Il y a un gouvernement provisoire, et il faut insister sur le provisoire, qui est dirigé par De Gaulle. Et puis, il y a tout ce qui émane de la résistance. Les mouvements, bien sûr, mais surtout le Conseil national de la résistance, qui s'est formé en 1943 pour soutenir De Gaulle vis-à-vis des Alliés, et puis tout un maillage de comités départementaux de libération et même de comités locaux de libération. Le CNR soutient le GPRF. Et les mouvements, les partis les syndicats qui sont dans le CNR soutiennent le GPRF. Le GPRF, De Gaulle plus exactement, ne soutient plus le CNR. Le Conseil national de la résistance a perdu, en principe, du point de vue de Gaulle, sa raison d'être à partir du moment où le pays entame sa libération. Résister contre qui ? Mais le CNR, lui, estime qu'il a une légitimité résistante et politique qu'incarne son programme, qu'il a établi en mars 1944 et qui a été ratifié par toutes les forces représentées au CNR. Et tout en soutenant le gouvernement provisoire, le CNR entend peser sur la politique de ce gouvernement provisoire, sachant que De Gaulle ne s'est jamais prononcé sur le programme du CNR. Donc il s'agit de faire pression. Alors faire pression comment ? Des élections ? Il n'en est pas question à ce moment-là, puisque le pays n'est pas encore libéré, il y a des millions de prisonniers, de déportés qui ne pourraient pas voter. Et donc dans l'attente d'élections, on va trouver un substitut. Et ce substitut, c'est la convocation d'États généraux. Alors l'initiative, d'où vient-elle ? Alors, il y a plusieurs sources. Il y a un mouvement de résistance, le Front National, proche des communistes, mais... Pas le rien à voir avec l'extrême droite actuelle. Donc, qui, dès le 13 septembre, on est 3 semaines après la libération de Paris, avance l'idée de réunion de comités patriotiques locaux qui diraient ce que le pays veut. L'idée est reprise à Vizille quelques jours plus tard. Ils se regardent les deux parce que Vizille est un haut lieu de la Révolution française. Où se réunissent les CDL, on va dire de la région alpine, qui sont très mouvementistes et en même temps un peu fédéralistes sur les bords et qui n'entendent pas céder à Paris les décisions à prendre. Relayé début octobre, alors on passe sur l'épisode de Valence, à Avignon, par la réunion environ de la moitié des CDL, tous ceux du sud de la France, qui sont les plus activistes, on va dire, et qui, alors eux, se déclarent eux-mêmes États généraux et avancent l'idée d'États généraux nationaux avec rédaction de cahiers de doléances. Donc la machine est lancée début octobre 1944. Alors après, c'est un long parcours, mais je ne veux pas trop développer là-dessus. Ça se conclura par la réunion à Paris le 10 juillet, du 10 au 13 juillet 1945, là aussi les dates n'ont pas été choisies par hasard, par la réunion de plus de 2000 délégués venus des départements,
et par une grande manifestation qui se tiendra le 14 juillet 1945, à laquelle sont invités toute la population parisienne. 2019. Ouais, donc on voit que les symboles perdurent en fait. Et c'est le même symbole très fort. Alors, je ne vais pas démarrer par Emmanuel Macron parce que, en fait, les cahiers de doléances donc de 2018-2019, moi j'ai fait une enquête. Je précise que je ne suis pas historienne, je ne suis pas chercheuse, c'est vraiment une enquête de terrain. Mais je comprends, après des mois de rencontres, etc., que les premiers cahiers de 2019 sont issus des ronds-points, en fait. Il y a eu sur les ronds-points cette envie, tout de suite, finalement, de se réapproprier des symboles de l'histoire et de pouvoir ancrer les choses. C'est-à-dire que comme on faisait démocratie sur les ronds-points, en tout cas, on le vivait très fort, et ben, il fallait rédiger. Et rédiger ça sur un cahier commun, quoi. Ensuite, en décembre 2018, c'est l'AMRF, c'est-à-dire les maires ruraux de France. Alors là, vous voyez, on fait un chemin en fait du terrain, vraiment du rond-point jusqu'à, on va dire, au plus haut niveau de l'État. Là, on est dans un entre-deux. Les maires ruraux, en fait, s'appellent entre eux et constatent que la cocotte minute est trop forte. Et ils sont très inquiets. Vraiment, c'est une inquiétude. Et lors d'une conversation, à quelques-uns, ils se disent ouvrons des cahiers dans nos mairies. C'est aussi simple que ça. Et ils font l'expérience dès le samedi suivant. Ils voient que ça prenne. Donc, c'est dans des mairies rurales, quelques départements. Et donc, ils vont faire ça, courir l'expérience tout le mois de décembre. Et tout début janvier 2019, ils sont reçus à l'Élysée. Et symboliquement, en fait, ils amènent une clé USB avec toutes les doléances recueillies donc en 2018 au chef de l'État. En disant, on a fait cette expérience de terrain, les gens en ont besoin, ils ont écrit. Et voilà symboliquement ce qu'ils ont à dire. Quelques jours après, vraiment c'est très rapide, Emmanuel Macron, chef de l'État, va, pour le coup très officiellement, lancer ce fameux grand débat national. Et il va y avoir plusieurs canaux en fait où les gens pourront s'exprimer. Des canaux numériques, c'est-à-dire... donc ils pourront envoyer des mails, ils pourront remplir des questionnaires, ils pourront déposer quelque part sur des cahiers virtuels. Et aussi, heureusement, ils disent partout sur la mairie du territoire, nous vous invitons à ouvrir des cahiers. Donc en fait, ils ne font que déployer plus largement l'initiative des maires ruraux. Et ça commence le 15 janvier 2019 et ça va durer jusqu'en mars. Voilà. Tac. Alors, peut-être maintenant rentrer dans le moment vraiment de la rédaction des cahiers. Donc là, tu viens de le dire, Hélène, c'est des hommes, des femmes qui vont dans les mairies et qui écrivent après ceux qui l'ont écrit sur les ronds-points. Donc c'est une démarche individuelle. Alors, est-ce que c'est la même dans vos cas ? Moi, j'ai la réponse, mais... En 1789, pas du tout. Oui. La notion même d'individu qui peut s'exprimer de manière autonome, elle n'existe presque pas. On appartient à des communautés, à des corps, comme on appelle ça, des corps de métier, etc. Et donc, en fait, les cahiers, ils sont remplis collectivement et par corps. Alors, avec des différents systèmes, selon qu'on est du tiers-état, c'est-à-dire la plus grande partie de la population, tout ce qui n'est pas noble et ecclésiastique, en gros, ou justement nobles et ecclésiastiques. C'est-à-dire les gens du tiers-état qui sont séparés entre habitants des villes et habitants des campagnes. Il y a un gros clivage d'ailleurs, c'est intéressant. Et d'ailleurs des grosses failles et accusations de la part des habitants des campagnes de ne pas être assez écoutés, de ne pas être convoqués. Voilà, donc ça c'est une vraie ligne de faille dans notre pays depuis très longtemps, plus de 200 ans. Et donc, pour eux, il y a plein de filtres. C'est à l'échelle de la communauté d'habitants que ça commence. Souvent, c'est synonyme de paroisse. La notion de laïcité n'a rien à voir avec cette période-là. Tout est mélangé. Et donc, les gens se réunissent. Et puis, les hommes, c'est des hommes de plus de 25 ans qui sont souvent inscrits sur un rôle d'imposition. Il y a l'idée qu'il y a un filtre social et de genre très fort qui est fait. Il y a quelques femmes, elles sont autorisées quand elles sont considérées comme des chefs de foyer fiscal.
En fait, c'est vraiment l'idée qu'on va interroger, ou en tout cas qu'on va laisser s'exprimer des gens qui ont intérêt quand même à ce que un minimum d'ordre soit préservé. C'est-à-dire des gens qui ont une propriété, qui payent des impôts et qui sont résidents fixes dans une communauté d'habitants. Les indigents, les vagabonds, les mendiants, tout ça, non. Et les femmes, plutôt pas. Sauf quand elles sont considérées comme des hommes, au fond, juridiquement, et parce qu'elles sont chefs de famille et de foyer fiscal. Mais pour eux, il y a des filtres. Ils s'associent à la communauté d'habitants, en communauté d'habitants. Dans les villes, c'est volontiers des corporations de métiers qui peuvent s'associer, ou alors des professions qui ne sont pas organisées en corporation, ça existe. Les dames de la halle, par exemple, ce n'est pas une vraie corporation. Les femmes qui s'occupent de vendre les produits de détail, la bouffe, quoi, sur le marché parisien. Et puis après, c'est fondu dans ce qu'on appelle les assemblées de bailliage, c'est-à-dire l'équivalent du canton aujourd'hui, je dirais. Et ensuite, c'est porté à Paris. Donc, il y a vraiment beaucoup de filtres. Et voilà, il y a des synthèses successives qui sont faites. Alors, pour la noblesse et le clergé, c'est direct au bailliage. Parce qu'ils sont pas très en tout cas, les cahiers qui arrivent à Versailles, par les représentants de ce qu'on appelle les commettants à cette époque-là, c'est-à-dire ceux qui élisent des représentants avec les cahiers, ils portent au pied du roi quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé localement. Et alors, c'est un peu compliqué. Pour nous, c'est un peu du patrimoine, les cahiers de doléances de 89. Ils sont très lisses, on a des listes. C'est assez, les formats sont assez répétitifs. Donc, par contre, si on croise un peu les sources, il y a moyen quand même de les faire parler. Et ce qui se révèle quand même assez net, c'est que c'est quand même des moments d'expression de forte émotion et puis de conflictualité très forte. Ouais, et ça, on va y revenir, ça. Ça, voilà, ça bouge, ça discute et ça combat. Mais donc, c'est rédigé dans le cadre d'assemblées, en fait. Ouais, c'est pas une personne... Puis il y en a beaucoup. On considère que sur les hommes, en tout cas, qui étaient convocables, etc., il y en a 1 sur 2 qui a été dans le Royaume de France, qui s'est exprimé. C'est juste considérable. Enfin, c'est monstrueux, en fait. C'est considérable. 60 000 cahiers sur 28 millions d'habitants. 60 000, c'est beaucoup, en fait. Voilà, sachant que chaque cahier est le produit d'une communauté. Changeons de siècle. Oui, alors, outre, encore une fois, qu'il y a la mémoire du précédent de 1789, l'organisation est conjointe du CNR, qui, lui, cherche d'abord à populariser son programme. Parce qu'il faut bien considérer et comprendre qu'à la Libération, à part une poignée de résistants, personne ne connaît le programme du CNR. Donc, il souhaite le populariser, il souhaite que la population se l'approprie et éventuellement le modifie. Bon. Ensuite, il a en relais les comités départementaux et locaux de libération. Et c'est, dans la première phase, les comités de libération qui sont vraiment l'aile marchante. Ce sont eux qui vont envoyer localement, parce que les gens ne savent pas ce qu'on leur demande exactement. Donc, ils vont reprendre, en gros, toute la partie du programme du CNR, ils vont un peu la détailler pour orienter les discussions. Et, oui, il y a un questionnaire. Alors, pas forcément, mais okay. Beaucoup de CDL envoient des thèmes à traiter. Ils ne donnent pas les réponses, mais ils envoient les thèmes à traiter. Alors ça va, c'est très large, et ça varie d'un CDL à l'autre. Celui de la Dordogne, par exemple, entre jusque sur les questions d'héritage, de transfert des propriétés, et ainsi de suite. Donc ça peut varier, mais en gros, le schéma, la grille, c'est le programme du CNR qu'il s'agit de faire discuter. Alors, il y a une première échéance qui ne va pas entraîner énormément, qui est la réunion à la mi-décembre 1944 de l'Assemblée des CDL de France, qui prend le nom d'Assemblée nationale. Alors, c'est pas pour rien que, évidemment, on prend ce nom pour faire sentir au gouvernement provisoire qu'il ne peut pas s'émanciper de tout contrôle et de toute suggestion. Bon, mais ça démarre assez lentement. Et ça va véritablement être relancé en février 1945. Et alors là, à ce moment-là, les règles sont établies par le CNR. On dit combien il doit y avoir de délégués par département.
et comment ça devrait procéder. Alors, il y a quand même du jeu. On dit qu'il faudrait au mieux qu'il y ait une assemblée populaire, parfois on dit assemblée patriotique, par commune. Mais parfois, il va y avoir des groupes qui vont aussi produire leur cahier de doléances. Des associations, l'Union des femmes françaises, les exploitants forestiers d'un tel et ainsi de suite. Donc, normalement, c'est à la base communal, mais ça peut se diversifier. Un grand nombre de communes vont jouer le jeu. Soit par le biais du comité local de libération, parce qu'il y a eu quelques maires qui ont des comptes à rendre à la libération, soit par les maires qui ont été maintenus. C'est ce que souhaitent les CDL et le CNR, parce que ça donne une plus grande légitimité. Et là, alors il y a plusieurs moments. Il y a la distribution. Alors ça peut revêtir plusieurs formes. Dans certains endroits, on annonce à son caisse qu'il va y avoir la réunion, une première réunion pour discuter de ce qu'on veut mettre dans le cahier de doléances, ou bien on distribue par le facteur les questionnaires qui ont été envoyés par le CDL. Et puis, dans un deuxième temps, quelques semaines après ou quelques jours, ça dépend comment la taille de la commune et tout, on réunit la population. Et là, on met à plat ce qui est remonté. Et on essaie, alors on y reviendra peut-être qui est on essaie de trouver quelque chose qui recueille l'assentiment de tous. La notion d'unanimité qui faisait fonctionner le CNR et des compromis que ça implique, c'est-à-dire qu'on évacue les questions qui sont trop clivantes. C'est la différence avec 89. Là, on veut être une émanation des aspirations unanimes du pays. Donc, on rédige ce cahier, on le soumet éventuellement au dernier moment à la ratification d'une nouvelle assemblée patriotique, et puis ça va remonter, alors dans le schéma initial au niveau du canton, on va élaborer un cahier du canton. Au niveau de l'arrondissement, bon, dans les départements, l'arrondissement c'est déjà bien faiblard, ça n'engage pas grand-chose, mais ensuite au niveau départemental. Et on a des congrès départementaux qui désignent des délégués qui iront à Paris. Il y en a un pour 20 000 habitants, et puis qui vont rédiger des cahiers de synthèse départementaux. Donc là aussi, un travail de synthèse. Ouais. Alors j'imagine, Hélène, donc ça ressemble pas du tout... alors peut-être un petit peu le moment assemblé avec ce qui s'est passé sur les ronds-points, que moi je oui, connais et moins. après, il y a eu ce qu'on appelait des RIL, des réunions d'initiative locale. Ça, c'était aussi dans ces fameux dispositifs. Il y en a vraiment eu plusieurs pour recueillir la parole des Français et des Françaises, en gros. Mais c'est vrai qu'on sent... typiquement, moi, quand je commence à enquêter il y a 3 ans, le truc qui m'intéresse le plus, c'est évidemment les cahiers. Parce que qu'est-ce qu'on trouve dans les cahiers ? On trouve l'écriture manuscrite. Et dans cette écriture manuscrite, on a la singularité d'une personne, tout de suite. C'est presque... Ça me happe. Quand on ouvre ce cahier, on a un peuple qui parle parce qu'on peut deviner qu'il y a là un homme ou là une femme, que des fois ils disent j'ai 17 ans, donc je parle de là où je suis. Souvent il y a des récits de vie, c'est-à-dire que c'est à la fois des propositions politiques mais beaucoup de récits de vie. Et donc on est vraiment dans une singularité. Par rapport à ce que j'entends, c'est vraiment presque l'inverse. C'est pas du tout je fais groupe. C'est comment est-ce que cet espace-là de l'écriture, et c'est pour ça que je pense que moi qui suis autrice et réalisatrice, j'ai été touchée parce que c'est une expérience sensible. C'est vraiment créatif en fait. Hein, on l'a aussi en tant que chercheur, quand tu tombes sur un papier comme ça, moi ça m'est arrivé, alors moi je travaille pas du tout sur des cahiers mais sur des pétitions, t'as les larmes aux yeux des fois, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça te prend à la gorge. Et puis c'est vrai qu'il y a ce côté, je pense, qui fait aussi un peu un distinguo, c'est que moi quand je me mets à lire donc dans les archives ces cahiers il y a 3 ans, 2 ans et demi, je sais que tous ces gens ils viennent de les écrire, ils sont vivants en fait. Donc c'est une archive extrêmement contemporaine et je les retrouve
Enfin, c'est-à-dire que ça commence à être mon travail. Je fais des repérages. Je sens bien qu'il faut que je crée un objet artistique avec ça. Et très vite, je les retrouve. Et donc, il y a l'écriture et la personne qui va correspondre. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus des individualités. L'objet cahier, c'est la commune. Ça, effectivement, quasiment tout le temps. À part dans certaines archives où il y a les cahiers de rond-point. Et on les a distingués dans le classement des archives. Mais sinon, à part la commune, les gens signent beaucoup avec leur nom. Et les gens, ils y vont quand ils veulent. Il n'y a pas un... Alors là, il commence à y avoir des recherches là-dessus, notamment en Gironde. Il y a un jeune thésard qui est dessus et qui questionne, je ne sais plus comment on dit ça en termes de recherche, mais à quel endroit et de quelle façon, en fait, les gens ont pu écrire. Est-ce qu'il y avait quelqu'un devant eux? Est-ce qu'ils étaient vraiment tranquilles dans une pièce à part? Ce qui est sûr, c'est que le cahier était ouvert. Donc, en fait, c'est une écriture publique, puisqu'on sait que derrière, on peut être lu. Puisque une autre personne va venir et écrire à son tour. Et souvent, d'ailleurs, quand moi, j'ai retrouvé des auteurs, ils me disaient, bien sûr que j'ai lu ce qu'il y avait avant. Oui. C'est aussi un jeu, enfin, c'est pas un jeu, d'ailleurs, c'est vraiment un intérêt. En tout cas, la démarche individuelle que j'ai pu questionner, moi, à travers le film, c'est vraiment les gens te disent... pour eux, c'est éminemment un acte citoyen, quoi. C'est très profond, quoi. Ils font ça parce qu'ils ont besoin de participer à la vie du pays et ce faisant, ils ont vraiment l'impression, ils jouent le jeu, quoi. On viendra après à d'autres qui n'ont pas joué le jeu, mais je pense que c'est d'autant plus dur s'il n'y a pas de finalité au processus parce que eux y croient. Est-ce que ça vous fait réagir sur vos propres périodes ou... Je vois bien en effet la différence dans la procédure. Et en même temps, je dirais que quand je lis les cahiers de 45 des villages, ils peuvent m'émouvoir aussi. Parce que c'est une écriture, c'est du nous, mais c'est du nous, on le sent vivant. On est au contact de ce qui se dit à ce moment-là dans tel quartier, dans tel village. Donc voilà, ce n'est pas la même procédure, mais la lecture peut provoquer la même sensation. Alors en comparaison avec mes cahiers, je dirais, de 1789, c'est très différent. En tout cas, tel que c'est parvenu jusqu'à nous, c'est très protocolaire. C'est lié aussi au fait qu'on ne s'exprime pas subjectivement dans ces cahiers, et que de toute façon, à l'époque, on ne s'exprime pas comme ça subjectivement. Par contre, c'est plein d'espérance. Alors, par exemple, donc, moi, j'ai consulté les cahiers de 2019 aussi, parce que je cherche les traces des références éventuelles à la Révolution. Je dis, si ça s'appelle cahier, est-ce que les gens qui y vont, ils font référence explicitement à la Révolution française et tout. Donc, à partir de 2020, j'ai consulté que 5 départements. Mais j'en ai quand même consulté et il y a vraiment à la fois une sorte d'espérance dans ces cahiers, je trouve, par rapport à ceux de 89 et en même temps beaucoup de conscience que ça va pas être lu, pas diffusé et qu'on lance quand même la parole, et qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment, mais je vais quand même écrire. Et en fait, ça, c'est horrible. Parce qu'on sait ce qu'ils sont devenus, on y reviendra tout à l'heure, mais parce qu'il y a cette conscience, cette expérience de la démocratie et de ses faillites et de ses instrumentalisations. Alors qu'en 89, quand même, ce qui ressort, c'est pas du tout une ambiance révolutionnaire d'ailleurs, peut-être on y reviendra tout à l'heure, c'est beaucoup de défense des privilèges qui justement sont pas respectés et qu'on a envie qu'ils soient respectés. Parce que dans cette société, tout le monde a des privilèges, même les plus pauvres. Sauf qu'ils sont très inégalement distribués. C'est bien ça l'injustice. Et en gros, on écrit ces doléances pour que les privilèges soient respectés et qu'on cesse les abus. C'est les abus des puissants. Mais ces cahiers, ils sont en général pleins d'espérance. Et en fait, ça, c'est pas révolutionnaire, mais il y a de l'espérance dedans et des choses très concrètes. Tel seigneur qui empiète sur les communaux, tel... capitaines, dans les capitaineries, ceux qui usurpent le droit de chasse, les accapareurs, ceux qui usurpent les ressources collectives. Donc c'est des choses très concrètes qui, en gros, on sent que les gens ils luttent pour la survie collective et individuelle. Donc
c'est vrai que c'est émouvant aussi, mais par contre, la langue, c'est la langue du XVIIIe siècle, mais très formelle, formalisée. Oui, parce que les cahiers sont pas rédigés directement par les gens, mais rédigés par un officier qui couche sur le papier, c'est ça? Oui, il faut savoir que le taux d'alphabétisation était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, hein. Et que, surtout dans les campagnes, et qu'il fallait trouver des gens qui savaient écrire. Après, dans chaque communauté d'habitants, il y avait d'abord une expérience de collective politique. Il y a des assemblées d'habitants, hein, qui, dans toutes les paroisses, existaient, avec des syndics qui étaient élus. Voilà, donc en fait, ça venait un peu de loin quand même. Mais c'est vrai que ceux qui écrivaient, c'était ou des notaires, ou le curé, souvent, parce que c'était vraiment celui qui savait écrire, des commerçants, parce qu'ils tenaient des livres de comptes et tout. Donc, il y avait des porte-paroles, il y a toujours le risque évidemment d'une interprétation, d'un filtre. Et puis dans certains endroits, alors ça a été beaucoup surestimé quand même, mais il y a quand même des modèles de cahiers qui circulent de province à province pour essayer de cadrer la parole populaire et d'organiser en fait une riposte et d'organiser les états généraux en fait. Notamment le duc d'Orléans, le cousin du roi, qui est un opposant connu au roi, qui est plutôt pour une monarchie libérale. Dans les terres de son apanage, c'est-à-dire un domaine qui a été concédé par la monarchie, mais dans lequel il est seigneur, en gros, il fait circuler des modèles. Après, donc pendant longtemps, on s'est dit, mais on n'a pas du tout accès à la parole populaire, c'est pas possible. En fait, si, ça n'a pas été si écrasant que ça. Et puis, il y a des moyens de croiser les sources. Ça, c'est notre travail. Bon, voilà. Alors, avant qu'on rentre sur leur contenu, est-ce que vous pourriez me les décrire? Pas pour moi, parce que moi, de fait, et d'ailleurs, je le dis à celles qui sont les opostiens et opostiennes, comme je vois qu'on dit, on trouve pas mal des cahiers des 3 périodes, sur différents sites des archives ou sur d'autres. Donc moi, avant, j'en ai regardé plein aussi, et puis parce que de fait, j'en ai jamais vu de 45, j'en ai jamais vu en vrai de 2019. Non, j'en ai jamais non plus. J'ai vu que des archives, numériques sur ceux de 89. Donc, peut-être pour faire comprendre, ça ressemble à quoi? Alors, moi, j'ai vu aussi ceux de 1789, mais oui, c'est aussi ça qui fait le plaisir. Ouais. C'est-à-dire que je pense que personne ne peut être insensible au fait d'ouvrir un cahier. Et donc, les cahiers de 2019, c'est nos cahiers d'écoliers. C'est ça qui est... ça ouvre tout de suite un imaginaire, parce que moi, en fait, ils sont tous différents. Il n'y en a pas un qui se ressemble. On sent que, en fait, c'est une organisation qui se décide d'un week-end à l'autre. Donc moi, j'imaginais vraiment... Dès les premières archives à Lille, aux archives départementales du Nord, je me suis dit, en fait, c'est la secrétaire de mairie, on l'a envoyée chercher un cahier conquérant, quoi. Parce qu'en fait, elle a trouvé les premiers cahiers qu'elle a au supermarché. Donc, c'est vraiment ça. Il y a toutes les marques qu'on connaît. Enfin, moi, j'ai mes enfants, donc voilà, je ne vais pas citer les marques. Il y a Petit Carreau, Grand Carreau. Ouais, la marge rouge. Voilà. Et il y a aussi des grands formats. Et moi, mes préférés, c'est les petits formats, et ils sont très nombreux. Mais des fois, tu sais pas pourquoi, ils ont pris un grand format. Des fois, ils font un gros effort sur la couverture. Donc, il y a des illustrations de couverture qui sont assez chiadées, avec... j'ai un souvenir comme ça, une espèce de temple grec. Tu sais pas pourquoi. Dessiné par... Non, c'est une sorte d'illustration d'un temple grec qui est collée. C'est la démocratie, non, peut-être? Oui, mais exactement, ça doit être le symbole de ça. Mais en fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai travail de création des secrétaires de mairie, certainement, ou en tout cas, ou peut-être du maire, parce qu'en fait, il y a aussi énormément de petites communes qui participent. Et donc, et alors, ce qui est aussi très émouvant, c'est que il y en a pas un qui s'appelle pareil. C'est-à-dire que personne n'a écrit... Enfin, il y en a où il est marqué cahier de doléances, il y en a où il est marqué cahier de la colère et de l'espoir. Il y a cahier de gilets jaunes. Après, on y reviendra, parce qu'en fait, c'est un non-sens de résumer ça par cahier de gilets jaunes. Cahier citoyen. Cahier citoyen. Vraiment, il y a de toute appellation. Et donc, moi, ce que j'ai vraiment senti, c'est que c'était un appel, on va dire, de l'exécutif, ce côté grand débat national, mais que très rapidement, il y a une appropriation totale du terrain. Et que du coup, chacun se débrouille et chacun fait comme il le sent. Le seul truc, on va dire, commun, c'est qu'à la fin de chaque cahier, il y a le cahier de la mairie,
qui est un petit peu officiel en disant le cahier se clôt ce jour avec un tampon et la date. Voilà, c'est pour... 45, 89, comme vous voulez. Alors, 45, tout est possible, si je puis dire, puisque on peut avoir en effet des cahiers d'écoliers, c'est assez fréquent. On peut avoir aussi des feuilles séparées, où là, ça a souvent été dactylographié. On a des modèles envoyés par les CDL, entre lesquels on a laissé de la place pour remplir. Et donc, on remplit ou pas, parce qu'il y a des endroits où il y a des questions qui sont laissées sans réponse, et on saute 1, 2, 3 questions pour répondre à celle à laquelle on se sent attaché, ou on a compris la question qui était posée. Il y en a où les réponses, c'est il y a une question, on répond oui, non. Il y en a d'autres, au contraire, on développe. Il y a des cahiers qui tiennent sur une page et il y en a qui tiennent sur 18 pages. Donc voilà, tous les formats sont possibles. Alors ceux de 89, ils sont encore une fois, très protocolaires. C'est un peu décevant finalement. C'est-à-dire que ça commence toujours par une longue introduction qui mime un peu les cadres juridiques de la société d'Ancien Régime. Il présente les présents, il y a plein de formules, aux formes accoutumées. On insiste beaucoup sur le caractère finalement légal, protocolaire et traditionnel de ces cahiers. Ça cache une profonde incertitude pourtant, parce qu'en fait, on sait pas du tout, les gens savent pas du tout comment on fait. La mémoire s'est perdue, donc ils font tous des recherches pour savoir comment est-ce qu'on fait les cahiers, comment il faut les présenter. Et ça prend la forme d'une liste, souvent, avec des numéros, comme les documents juridiques du XVIIIe siècle. Article 1er, article 2. Article 1er, article 2. Alors, on commence en général par ce qui est le plus important. Et c'est pareil, au niveau du volume, ça dépend. Il y a des cahiers très courts, donc c'est des feuilles qui sont reliées, en général de mauvaise qualité. Hein. Puis souvent, ensuite, elles ont été manipulées, quand elles ont été synthétisées et tout. Et du coup, il y en a des très courts, il y en a des très longs. En fait, pour le coup, il y a une grande variété en ce qui concerne le volume. Et pour répondre à une question là sur le chat, alors les représentants qui ont été élus et chargés de... sur le mandat. Voilà, d'emmener les cahiers, ils ont été envoyés à Versailles, effectivement, pour porter les doléances de leur communauté, et pas pour autre chose, même s'il n'y a pas eu vraiment de débat ni de consigne sur mandat impératif ou représentatif, c'est-à-dire est-ce qu'on est là juste pour défendre la mission pour laquelle on a été envoyé, ou est-ce qu'on peut aller au-delà, dans un temps donné, qui ressemblera à un mandat. Évidemment, comme ça n'a pas du tout été pensé pour ça, ça n'a pas été débattu. Par contre, ça a été débattu au moment où c'est devenu une assemblée nationale, où la révolution s'est faite, où les États généraux se sont transformés en assemblée. Et les premiers à hésiter beaucoup et à refuser la révolution, c'est eux qui invoquent l'idée qu'ils ont un mandat impératif et qu'ils retournent consulter leurs commettants pour aller vérifier qu'ils sont toujours d'accord avec ce qui est en train de se passer, ce qui est une manière de botter en touche et de refuser la révolution. Alors, avant à nouveau de rentrer dans ce que disent les cahiers, peut-être revenir sur des choses que vous avez tous un peu dit en disant on va y revenir, mais c'est qui parle dans ces cahiers. Donc, Hélène, tu disais, c'est pas aussi simple que c'est les cahiers des Gilets jaunes. J'imagine que c'est pas aussi simple que c'est les cahiers des résistants. Voilà, alors, là, t'as donné des éléments de réponse, Guillaume, mais tu auras peut-être des choses à rajouter, mais alors, qui s'exprime? Est-ce que c'est représentatif? De quoi c'est représentatif? On peut aussi dire que, on ne sait pas. Moi, je pense qu'en tout cas, sur cette matière de 2019, on a encore énormément de choses à explorer, de fait. Alors, pourquoi cette précision déjà? C'est que c'est quelque chose que j'ai pu lire dans certains articles ou entendre comme expression, cahier de gilets jaunes. C'est trop réducteur parce que, évidemment qu'il y a des gilets jaunes qui écrivent dans les cahiers. Après, il y a aussi beaucoup de gilets jaunes qui se sont méfiés du processus et qui, au moment du grand débat, créent d'ailleurs le vrai débat. C'est-à-dire un processus annexe, concurrent sur Internet, parce qu'il y a une défiance légitime, vu ce qui vient de se passer vis-à-vis du pouvoir. Et donc, ils disent non, nous, on fait à part.
Mais il y en a quand même, effectivement, qu'on retrouve et qui disent « je suis gilet jaune ». Souvent, et puis, il y a tous ces gens qui disent « je ne suis pas gilet jaune, mais je les comprends ». Donc, on sent que l'histoire récente, évidemment, elle circule énormément dans les cahiers. Cela étant, je pense que vraiment, pour le dire simplement, que les gens qui écrivent dans ces cahiers, ils ont gardé une connexion avec la citoyenneté. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce pas-là. Je dis pas, par exemple, que c'est que des gens qui votent, mais il y a encore une toute petite once de confiance. Et je suis d'accord avec toi. On retrouve vraiment des verbatims, j'en ai choisi pour tout à l'heure, qui disent vous ne nous écouterez pas, mais ça fait du bien de le dire, ou des choses comme ça. Donc la défiance, elle est inhérente à. Après, qui sont-ils ? Moi, j'ai encore une fois coutume de dire, c'est tout un peuple, vraiment. Ouais. Il y a tous les âges, il y a des femmes, il y a des hommes. Il y a, en termes de niveau social, on sent aussi que ça traverse vraiment tout. Mais est-ce qu'il y a une surreprésentation de la ruralité ? C'est-à-dire, en fait, le fait que, parce que l'origine que j'ai expliquée, il y ait, par exemple, eu plus de mobilisation des communes rurales, je pense certainement. On va affirmer à quel point et mais ils se sont emparés vraiment de cet endroit aussi pour dire ce fameux sentiment apparemment qui traîne depuis le XVIIIe siècle. En fait, on est des citoyens de seconde zone dans ce pays. Ça, c'est très, très fort dans les cahiers, à plein d'aspects. Après, on reviendra sur les thématiques. Mais donc, peut-être qu'il y a cette surreprésentation, oui, des gens des milieux ruraux ou, on va dire, éloignés des grandes métropoles. Et puis, je pense aussi que les gens que j'ai rencontrés dans le film, ils disent qu'il y aura sûrement une surreprésentation des retraités ou d'une certaine classe d'âge âgée, parce que, évidemment, il y a d'autres canaux et des canaux numériques. Donc, peut-être que des jeunes urbains, pour faire un peu vite, ont préféré s'exprimer sur Internet et que les cahiers, voilà. Mais malgré tout, il y a aussi des gens qu'on sent dans la vie active, qu'on sent dans les études et même des enfants. Parce que ça, je le montrais à un moment donné dans le film, il y a une collégienne qui demande à commencer à 9h30 parce que ça va bien. Parce que c'est tôt, 8h30 quand même. Oui, alors... c'est plus difficile à savoir parce que beaucoup de ces cahiers ont disparu déjà. Bon. Alors, il y a, me semble-t-il, mais ça tient à l'état des communes en France, il y a une surreprésentation des cahiers ruraux, puisque c'est un cahier par commune en principe. Et donc, il y a plus de communes rurales que de communes urbaines. Et dans la participation, ce qu'on peut en capter, il semble qu'il y ait une présence, une participation plus importante dans les communes rurales que dans les grandes villes. Alors c'est flagrant aussi bien dans les régions qui se sont fortement mobilisées, dans le sud-est de la France par exemple, ou en Bretagne où on s'est beaucoup moins mobilisé. La proportion ruraux, communes rurales, communes urbaines, est clairement du côté des communes rurales. Alors, j'ai quelques exemples de participation. Une commune du Lot, où là on a des chiffres, qui s'appelle Montcuq, où là il y a 300 participants, ce qui représente un quart de la population de l'époque, bébés et vieillards compris. Donc là, mais c'est dans un département à forte présence résistante, et notamment une résistance de maquis rurale. Donc ceci peut expliquer cela. Qui parle, qui écrit? Alors, je pense qu'il y a une surreprésentation des enseignants, parce que ce sont eux qui sont secrétaires de mairie dans les communes. Et puis, on le sent dans le développement qui est consacré quand même à la question scolaire. C'est quand même très développé et on sent qu'il y a une patte quand même, que l'instituteur en a profité pour avancer ce qui... Mais il y a quand même des contrastes d'une commune à l'autre. Il y a des choses qui, globalement, ces cahiers sont progressistes, ces cahiers sont universalistes, mais pas toujours.
Et donc, on sent le poids aussi des préjugés, on y reviendra dans le contenu, qui est assez fort. Ce qui donne, je pense, ce qui va dans le sens de leur représentativité. Et pour la Révolution française, donc j'ai en partie dit, il y a un filtre social assez clair, puisqu'il faut être inscrit sur un rôle d'imposition, il faut être un homme de plus de 25 ans. C'est quand même, pour l'époque, c'est un gros filtre en termes de génération. Hein. Et puis, un filtre de genre, donc, puisque c'est les hommes. Un filtre métropolitain aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais parce que c'est avant tout la métropole, même les Corses au départ ne sont pas concernés. En fait, il y a tout un tas de territoires. Alors, c'est un royaume composite, en fait, qui ressemble presque plus à un empire de cette époque-là, avec des territoires qui ont des statuts très différents, des langues différentes, et plein d'enclaves. Donc, c'est pas du tout le pays tel qu'il ressemble à aujourd'hui. Il y a plein de... D'ailleurs, ils sont tous écrits en français ? Non. Pas tous, il y en a en bas breton par exemple, mais ça c'est les tout premiers cahiers. Après ils sont quand bien. ça filtre, j'imagine que. Et comment dire, qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup il y en a plein qui demandent aussi à être intégrés après coup. Et donc ce qui fait que la plupart d'entre eux ils sont rédigés en mars 89, donc c'est un peu à la bourre quand même. Parce que le temps que ça arrive à Paris, que ce soit filtré et tout, c'est vraiment dernière minute. D'ailleurs les états généraux ils sont repoussés plusieurs fois à cause de ça, notamment. Et donc, ça s'étale jusqu'à mai, quoi. Les derniers, ils arrivent limite après. Ouais. Et même, il y en a encore qui sont envoyés en août 89. Et dans les colonies, il n'y a pas ? Nous, dans le Béarn, on n'a pas... c'était pas prévu au départ, non, c'était un territoire d'exception. Ouais. Et donc, même qu'il y ait des députés, ils s'invitent par surprise le 3 juillet 89. Et encore, après, que de Saint-Domingue, c'est la plus grande des colonies, et avec plein de conditions. Et en plus, ils ne sont pas jugés du tout représentatifs de la population coloniale, et ils ne représentent évidemment que les blancs. Je n'ai pas précisé, mais bien sûr. Voilà. Donc en fait, c'est voilà. Alors ça ne veut pas dire que c'est le seul moyen d'expression. Les classes vraiment populaires, elles trouvent des moyens de s'exprimer autrement. D'abord dans toutes les soulèvements qui existent depuis plusieurs années et qui ne sont pas si nouveaux que ça en 89. Ils ne sont pas révolutionnaires. C'est vraiment des soulèvements qui sont liés à la vie chère. À la gestion des ressources communes. Les marches de la faim, non Oui, c'est ça, on pourrait dire des marches de la faim. Et en fait, depuis 87-88, c'est exponentiel. Mais donc, voilà, donc, les populations, on va dire, les plus... le bas peuple, ce qu'on appelle le menu peuple ou le bas peuple, ils s'expriment aussi par ces biais-là. Les femmes, il y a plusieurs cahiers de femmes. Il faut s'en méfier parce qu'ils sont souvent écrits par des hommes. Et qui d'ailleurs dans lesquels ils taillent un peu des costards aux femmes. Il y a donc souvent ça a été l'objet de méprise, même si des chercheuses, des historiennes ont travaillé dessus dans les années 70, quand même des années 70. Et par contre, il y a quelques cahiers de femmes qui sont vraiment écrits par des femmes. Donc ça veut dire que ces femmes qui sont subalternes, elles sont vraiment reléguées à un rôle d'adjuvant, elles trouvent quand même le moyen de s'engouffrer dans le truc. Et puis aussi, on a aussi plein de renseignements sur le fait qu'il y ait des gens qui n'étaient pas invités, qui quand même ont essayé de porter la voix, et au cahier de doléances, et pendant les cahiers de doléances, et pendant aussi l'élection des députés. Alors à Paris, c'est plus dur parce que les entrées des églises, parce qu'on se fait ça souvent dans les églises, ou quand il fait beau dans le cimetière, c'est un peu bizarre, mais... en tout cas... mais il y a des écrivains publics dans les cimetières. Voilà, notamment, c'est vrai. Et donc c'est gardé, parce que c'est à Paris, parce qu'ils sont plus tard, et donc ils sont quasiment au moment des états généraux, donc c'est trop sensible. Par contre, dans plein de communes rurales, de paroisses rurales, en fait, il y a des gens qui essayent de prendre place et qui contestent la sélection sociale et tout. Donc ça, on a pas mal de témoignages là-dessus. Et puis sinon, il y a un type qui s'appelle Dufourny, qui a écrit les cahiers du 4e ordre. C'est-à-dire celui qui n'existe pas, puisqu'il y a trois ordres. Voilà. Et alors, on est un peu dans l'appropriation quand même, plus par un bourgeois qui sait écrire de ce que voudrait le menu peuple, mais au moins, il y a quelque chose qui se passe, parce que c'est sûr qu'ils ne sont pas consultés. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont dans le chat et vous plutôt, y répondrez plus tard sur le contenu, mais il y a une question qui revient sur le terme doléance, ce qu'il veut dire en 1789, et est-ce qu'il change après ou c'est simplement une reprise du terme de 89 compte tenu de la puissance mémorielle de 1789. Avant que tu répondes, moi je trouve qu'il y a un truc super intéressant,
c'est que à aucun moment, le chef de l'exécutif, Emmanuel Macron, ne parle de cahier de doléances. Ah, il dit pas le mot. Non. Ah ouais, ok. Lui, quand il ouvre un peu officiellement le grand débat national, il dit on va parler de cahier de droits et de devoirs. Ouais. Parce qu'on n'est plus sous l'Ancien Régime et je ne suis pas monarque. En gros. Et donc, je trouve ça très intéressant que lui, Carrément. Ouais. voilà, tout en totalement réinterprétant le symbole, enfin les symboles qu'on évoque, essaye d'inventer un nouveau mot. Et après ça, quelques jours après, toutes les mairies du territoire appellent leur truc cahier de doléances, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, son truc ne marche pas. Parce que l'imaginaire français, il est trop marqué. Bon, voilà, c'était la petite anecdote. À propos de cahier de doléances, il y a un petit débat, mais il est rapidement écarté parce que la puissance de l'expression cahier de doléances est si forte que rien n'y résiste. Mais il y a quand même, à un moment, des réticences, notamment du côté communiste, sur cette idée de doléances. On préférerait cahier de vœux ou cahier de la Renaissance française, qui serait encore plus... parce que, voilà, il faut se projeter. Il ne faut pas simplement consigner ce qui ne va pas, et il faut programmer. Donc voilà, mais le cahier de doléances s'impose. Mais en fait, ce doute-là sur le terme, il traverse même l'esprit des contemporains de la Révolution française, parce que le mot doléance, il veut dire plainte. Bah oui. Complainte, il est lié à la souffrance et il est utilisé, c'est un héritage médiéval, hein. Que demande le peuple? C'était une formule vraiment classiquement utilisée, mais qui était une manière de reléguer la consultation des sujets, des peuples, à une sorte de rang un peu subalterne. C'est-à-dire on relègue le peuple à un ensemble de populations qui ne sait pas agir, qui peut pas agir et qui est juste là pour se plaindre. Et j'ai quelques exemples, alors ils sont pas nombreux, mais j'en ai quelques-uns, de voix qui en 1789 il faudrait qu'on appelle ça autrement que doléance, parce que c'est un vieux mot. Et c'est un mot qui nous met dans une position de demandeur et de souffreteux, alors qu'on devrait parler ils disent à l'époque, représentation, ça veut dire revendication, ou demande. Il y en a qui disent, il faudrait mieux parler de demande. Donc vous voyez, les doléances, même pour les gens de 89, c'est un peu vieux. Ouais. Et puis après, à cause de 89, maintenant, c'est devenu... Alors, maintenant, on va aborder un peu le cœur. Bon, sachant que ça fait déjà 1 heure, donc... ouais, ça va. On a tellement de trucs à dire sur les cahiers de doléances. Donc, forcément, il va falloir synthétiser, etc. Et donc, la question que je vais vous poser, c'est, il y a quoi dans ces cahiers? C'est pour ça que je sais qu'il y aurait de matière à en durer très longtemps. Et donc, si vous pouviez dégager quelques points saillants, et je vous avais demandé, si vous le voulez bien, de sélectionner quelques extraits des cahiers pour les donner à lire, pour les partager, pour que l'on entende cette parole de celles et ceux qui ont écrit. Alors, je peux commencer sur les 89 ? On a mis très longtemps avant de savoir ce qu'il y avait dans ces cahiers en vrai. Et en fait, c'est des choses très concrètes, contrairement à ce qu'on s'imagine, et très locales. Il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que c'est vrai qu'on ne demande pas l'abolition ? Ouais. Bah oui, non. En fait, ils ne sont pas révolutionnaires du tout. Et comme je l'ai dit, ces cahiers, ils demandent... ils demandent que les privilèges, le périmètre des privilèges soit respecté, avec une sorte d'idée qu'ils ne seraient plus respectés alors qu'avant, ils l'étaient. Donc c'est paradoxalement une demande de retour en arrière, où les gens imaginent une sorte d'âge d'or dans lequel il y avait un équilibre qui était respecté, et que depuis un certain nombre de temps, alors c'est jamais trop dit, mais en gros on voit se dessiner ce qu'on appelle l'Ancien Régime, ce qu'on va appeler l'Ancien Régime pendant la Révolution, c'est-à-dire en gros la période qui vient des années 1620-1630, c'est-à-dire vraiment la période où la monarchie administrative et absolue s'est constituée. Et que là, il y a une sorte de décrochage dans cette lecture rétrospective des cahiers de doléances, et puis aussi des débats qu'il y a eu aux États généraux. C'est beaucoup à ce moment-là qu'on discute, c'est des historiens, c'est des juristes. Ils disent c'est là que ça a déraillé, et que les droits des collectivités, des communautés n'ont plus été respectés. Donc, dans ces cahiers de doléances ne sont pas révolutionnaires.
Ça, il faut vraiment essayer de se convaincre de ça. C'est dur parce qu'on en fait une sorte de point de départ de la Révolution. Alors c'est un peu vrai, évidemment, mais en tout cas, ça veut dire que la Révolution a commencé avec une revendication des privilèges et du respect des privilèges de chacun, mais ce qui est à l'époque synonyme de droit. On a du mal à le comprendre, ça. C'est des droits. Parce que chaque privilège vous protège, même si vous êtes petit. Le privilège de faire du pain, il vous défend par rapport à d'autres. Ou de faire paître vos animaux sur telle terre communale, il vous défend, il vous protège. Donc on y tient. La question des communaux, c'est une question de privilège. Alors voilà. Alors donc c'est des choses très concrètes, comme la fin des abus, le droit de chasse. En fait, c'est énormément de choses qui tiennent à la gestion des ressources collectives. Localement. Le droit de chasse, nous, ça nous paraît un peu folklorique, parce que les chasseurs, ils sont pas là pour bouffer. Enfin, aujourd'hui, c'est une sorte de loisir et de tradition, mais à l'époque, c'est juste manger, en fait, et manger de la viande, ce qui est très rare. Et puis protéger les récoltes des nuisibles aussi, non ? Voilà. Alors, c'est pas très... le parti animaliste, ce serait pas bien plus à cette époque-là, parce que c'est vraiment l'éradication des nuisibles. Il y a ce terme dans les... les nuisibles, ouais. Et puis, le fait de pouvoir profiter localement de la consommation. Par contre, les circuits courts, c'est leur truc. C'est-à-dire de tout ce qui est produit par la communauté, que ça puisse être produit et consommé localement et pas envoyé vers les centres urbains. C'est toute la question des ressources locales. C'est vraiment... Et deuxièmement, c'est la question de la fin des abus en termes de privilèges, c'est-à-dire... que ce soit plus que les nobles qui aient le droit d'exercer des fonctions publiques, que ce soit surtout les impôts, évidemment. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est les plus pauvres qui payent le plus d'impôts, en gros, pour aller très très vite, et que les exemptions ne sont pas des niches fiscales, mais elles sont la règle. Et que plus vous êtes noble ou membre du clergé, plus vous avez d'exemptions. Et donc ça, c'est vraiment, ça met tout le monde d'accord, sauf ceux qui en ont, sauf ceux qui ne payent pas, ou moins, et encore, il y en a qui sont pour le partage de l'idée qu'on contribue tous à la fortune, à la richesse nationale. Donc les impôts, et enfin la justice, qu'elle soit gratuite, qu'elle soit locale, accessible localement, et ça renvoie à un thème très fort dans les cahiers de 2019, c'est la proximité des services publics. Alors à l'époque, on dit service du public, mais... Ça ressemble fortement quand même. Et puis qu'elle soit gratuite, donc pas corrompue, en fait, que les juges soient pas corrompus et qu'ils soient élus. Donc c'est l'élection des juges pendant la Révolution française, ce que les États-Unis ont gardé aujourd'hui. Voilà, ce qui pose d'autres problèmes, la recherche de la popularité, tout ça, mais il y avait l'idée de sortir d'un... Donc c'est des trucs très concrets, c'est pas du tout des idées en général, et personne ne parle de sortir de la monarchie. Au contraire, tout le monde félicite le roi parce qu'il a réuni... les États généraux et qu'ils demandent la consultation du peuple. Même les nobles ? Même les nobles. Alors, donc chronologiquement, donc c'est très varié et ça exprime à la fois des revendications, on pourrait dire, politiques générales, mais qui sont bien représentatives des aspirations du moment, ce que les élections qui vont suivre vont confirmer. L'épuration, le ravitaillement, la paix. Et ensuite, globalement, on pourrait dire le juste, le bon, le beau et l'efficace. Et alors, ça fait coexister des revendications très pratiques, très concrètes. On sent qu'on a mis les choses à plat dans le village. Alors, je prends par exemple un village du Var, le Luc, un gros bourg de 1800 habitants à l'époque. Donc, on énonce. Il n'y a pas de phrase, c'est des lignes qui se succèdent. Alors, l'adduction d'eau, l'installation du tout à l'égout, la réfection des caniveaux, le matériel sanitaire des écoles, la création d'un centre de secours d'urgence, le déplacement des abattoirs, j'arrête là, mais ça continue comme ça. C'est-à-dire que on veut pouvoir vivre comme en ville. Le juste, c'est aussi une égalité entre ville et campagne. Oui, à un moment où c'est très très différent, l'équipement entre la ville et la campagne. Mais on sait ce qui existe en ville et on le réclame aussi à la campagne. Et là,
dans tous les cahiers ruraux, on trouve cette énumération. Alors après, ça peut varier. Par exemple, toujours au Luc, on demande le partage des terres des grands hobereaux et la répartition aux travailleurs. Bon, là, on sent une pointe. Il ne semble pas que les hobereaux aient participé à l'Assemblée patriotique. Hein. Bon, en tout cas, ça a été adopté à l'unanimité. Ailleurs, dans le Gers, j'ai l'exemple d'une petite commune où on dit, là aussi, pareil, il faut établir l'égalité des travailleurs agricoles avec les autres. On dit, attention, quand même, le métayage, il faut le supprimer, mais en tenant compte du fait qu'il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont pu réaliser une petite propriété, qu'ils remettent en métayage. Cela, il faut pas... on est pour la suppression du métayage, mais avec des exemples. Donc on sent qu'il y a eu une discussion dans le village quand même. Hein. Le mot d'ordre général n'est pas passé comme ça. Ensuite, alors, je passe sur le côté scolaire pour évoquer à Lézignan-Corbière, donc une ville, un gros bourg là aussi d'environ 7000 habitants. On aborde la question de l'enseignement post- et parascolaire. Sans doute, il y avait un enseignant qui tenait la plume. Cet enseignement, je le lis, doit être organisé et donné par des maîtres spécialisés. Les cours d'adultes seraient souhaitables pour parachever l'instruction de certains citoyens sortis de l'école avec un maigre bagage. Cet enseignement pourrait être agrémenté de séances de cinéma éducatif et instructif qui nécessiteraient des adultes, encourageraient les adultes à les suivre régulièrement. Il faut aussi donner un grand élan aux œuvres périscolaires, patronage, cantine, colonies de vacances. Donc on n'est pas dans l'adolescence là, on est bien dans la... Et puis, alors sur les femmes, il y a beaucoup de choses. Quand même, la dominante, c'est elles sont mises au foyer. Ouais, ça, alors ça, quand j'ai lu ton livre, ça m'a, mais ça, je m'y attendais un peu, mais qu'est-ce que j'ai trouvé ça dur à lire. Ça, c'est clair. Alors là où il y a présence de l'Union des femmes françaises, on sent qu'il y a quand même une contre-attaque, donc c'est atténué, mais c'est quand même la dominante. Alors, encore une fois, les cahiers ruraux pèsent beaucoup en ce sens. Ça peut aller avec le fait aussi que l'État doit se substituer au père défaillant pour les filles mères, et qu'on doit chercher qui est le père. Et qu'il faut qu'il rende des comptes. Donc, c'est mélangé un peu aussi l'aspect sociétal. Et enfin, dernier exemple qui montre que c'est variable, alors c'est... le long cahier de la Seine, donc je ne vais pas vous le lire, la Seine-sur-Mer, dans le Var, 26 000 habitants, ville ouvrière, municipalité communiste, et on sent qu'il y a une question qui a quand même un peu accroché, c'est sur le droit d'asile. Alors, je vais vous le lire un peu parce que on sent que c'est sensible. Le droit d'asile étant le complément logique et indispensable de la liberté de penser, une démocratie doit en faire un principe sacré et respecté. Bon. En retour, ce droit impose aux réfugiés politiques une compréhension exacte et un respect strict de leurs devoirs à l'égard de la nation qui leur donne l'hospitalité. Le droit d'asile étant établi, une rigueur implacable doit sanctionner les actes anti-français dont se rendraient coupables des étrangers. L'expulsion avec confiscation de leurs biens doit frapper immédiatement tous ceux qui, pendant la guerre et l'occupation, ont eu une conduite anti-française. La déchéance doit être décrétée pour les mêmes crimes contre les naturalisés. Les naturalisations ne doivent être accordées qu'après une sérieuse enquête avec preuve d'attachement à la nation adoptive. Leurs droits civiques doivent être échelonnés après la naturalisation. Ça coince et on sait pourquoi ça coince. On peut même deviner qui a tenu la plume. C'est le maire communiste qui a été très, très sévèrement torturé par les fascistes italiens et sur dénonciation par ses compatriotes. Donc là, le règlement de compte monte en généralité et se fait très exigeant dans cette commune où il y a une forte communauté italienne à l'égard des étrangers. Alors, vaste question. Ouais, je sais, je suis désolée.
Alors, je reprécise que je ne suis pas chercheuse, donc c'est vraiment à la fois empirique, hein, de mes plongées dans plusieurs archives départementales, et puis des conversations que j'ai pu avoir, pour le coup, avec des chercheuses sur le terrain. Il y a la formule de Magali Della Souda, qui est chercheuse en Gironde, que j'aime bien. Elle dit c'est le pouvoir de vivre. Et en fait, on le retrouve un petit peu là. Contrairement au pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre, c'est qu'est-ce qui peut améliorer la qualité de ma vie. Et donc, ça va être... Il y a une grosse demande sur les services publics. Sur globalement la proximité, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, qui va résonner avec cette histoire de ruralité, mais pas que. Hein. Redonnez-moi de la proximité sur la santé, sur l'école, de la mobilité sur les routes, et puis beaucoup de doléances sur la fiscalité. Ça passionne, mais c'est aussi vraiment une demande de justice fiscale. Parce que j'ai pu entendre aussi des analyses un peu cavalières sur les Français réclament moins d'impôts ou tout ça. Non, c'est pas ça. C'est en fait, si on paye des impôts, il faut qu'ils soient justes par rapport à d'autres. Et qu'est-ce qu'on fait avec nos impôts ? C'est vraiment cette réflexion sur... justice du prélèvement et justice de l'affectation. Exactement. Ouais. Et en plus de ça, je voulais préciser qu'il y a... ça, on le dit dans le film, hein, c'est-à-dire il y a un analyste qui a un peu plus que les autres pu plonger dans quasiment l'intégralité, pas des cahiers, mais d'un fichier numérique des cahiers, et qui, lui, un peu en faisant marcher des machines d'analyse, a pu constater qu'il y aurait moins de 5% de tous les verbatims des cahiers qui traiteraient d'insécurité et d'immigration. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça va vraiment totalement à l'encontre du bruit ambiant médiatique et politique, vraiment. Là, on s'en rend compte, le temps avançant. Donc c'est vraiment quelque chose à noter, quoi. Et une dernière chose, il y a aussi beaucoup de doléances sur les transitions énergétiques, sur l'environnement. Ouais, donc c'est beaucoup plus écolo que ce qu'on a bien voulu dire, quoi. En tout cas, en fait, moi je trouve que ce qui est fou, moi ce qui m'a frappé au début, c'est qu'il n'y a pas un homme ou une femme politique qui est cité dans les cahiers. J'en ai pas trouvé, j'en ai lu des milliers. Donc les Français et les Françaises ont bien compris ce qu'on leur demandait. Pas du tout de plonger dans la politique partisane, habituelle, le petit ronron habituel de ce qu'on entend sur les réseaux. C'était, quel est votre diagnostic sur la société, sur ce commun-là qu'on est en train de faire ensemble ? Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal ? Avez-vous des propositions ? Et évidemment, la chose écologique, c'est une aspiration profonde. C'est pas quelque chose, qui va changer du lundi au vendredi, et parce que machin va passer sur le plateau de trucs et sortir une phrase. Donc ça, c'est là où ça fait vraiment du bien. Moi, ça m'a réparé, en fait, en tant que citoyenne, de lire ces cahiers, parce que je me suis sentie appartenir à un peuple. Je suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit, évidemment. Mais au moins, on tous ensemble, là, on prend le temps de la réflexion. C'est ça que ça dit. Alors du coup, j'en cite un ou deux. Donc du coup, j'ai voulu démarrer par l'écologie. Alors, l'écologie mérite à elle seule le grand débat national. Nous sommes en danger, et si nous continuons à vivre sans tenir compte de l'écologie, alors toutes les autres grandes questions ne se poseront plus. Bon ben voilà, ça je pense que c'est... Ça a le mérite d'être clair. Voilà, tout à fait. Après... celle-là, je la cite parce que j'aime bien aussi dire que dans les cahiers, elle est dans le film, celle-là. Encore une fois, il y a aussi toute forme d'expression écrite, parce que c'est l'écriture manuscrite et qu'un cahier, c'est presque un carnet de bord ou quelque chose de personnel à ce moment-là. Et donc, il y a des poèmes, il y a des chansons, il y a des listes de courses, un peu. Moi, j'appelais ça les listes de courses. C'est vrai que c'est avec des petits tirets comme ça. Et donc ça, pour moi, c'est un très beau poème en prose de Patricia et Pierre Durin. Je peux les citer parce que je les ai rencontrés. Nous sommes le sol sur lequel vous marchez. Vous êtes de plus en plus nombreux et lourds, de plus en plus lourds. Ça ne peut pas durer.
On va se soulever ou s'effondrer. Et c'est vous qui allez tomber de haut, pas nous, puisque nous sommes le sol sur lequel vous marchez. Voilà. Donc c'est sûr, quand on lit ça, on se dit ouais, que... merci. Et si je peux me permettre d'ajouter, parce que moi j'ai apporté que des extraits des cahiers de 2019, je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai que j'avais oublié que j'étais historien de la Révolution française. Alors moi je traque les références à la Révolution française dans ces cahiers. Il y en a entre 5 et 10%, pas tellement, mais quand même un peu. Et là, il y a Philippe F. Dans la commune de Sissac, dans le Médoc, qui s'adresse à Macron. Comme souvent, les gens, d'ailleurs à cette époque-là, ils le font aussi. Ils s'adressent directement à Ah bah Monsieur le les lettres à Président. l'Élysée. Voilà. Bah moi j'ai failli appeler mon film Monsieur le Président. Bah, ouais. C'est une lettre au président. Et donc, ce Philippe, il dit « J'avais lu votre livre intitulé « Révolution ». Juste après votre élection, jusqu'à présent, cette « révolution » entre guillemets, a surtout profité à ceux qui en avaient le moins besoin. Vous voyez, c'est intéressant. Sinon, il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique, qui vit à Rouvroy, dans le Pas-de-Calais, et qui met égalité en majuscule. Elle est loin la nuit du 4 août 1789. Abolition des privilèges. L'abolition des privilèges ou des abus, ça revient souvent dans les cahiers de 2019. Stop aux privilèges des seigneurs et des barons de la République. C'est une bouteille à la mer, je le sais bien, mais ça me soulage de le dire. Donc là, c'est pareil, on retrouve beaucoup. Et puis... Ah oui, tiens, pour répondre à justement à ce que tu disais d'Emmanuel Macron qui disait les droits et les devoirs. Là, il fait référence à un débat, enfin, je ne sais pas s'il le fait exprès, mais il s'inscrit dans une tradition très conservatrice au moment où les députés, en 89, débattent de la Déclaration des droits de l'homme. Et elle a failli s'appeler Déclaration des droits et des devoirs. Et les députés qui sont plutôt à la gauche de l'Assemblée disent « Mais attendez, ça fait 1000 ans qu'on n'a que des devoirs, on va quand même pas commencer par compenser les droits par des devoirs. Les devoirs, ils vont venir de la loi. De toute façon. Et donc ça, c'est une vraie régression de dire de droits et des devoirs, et c'est une vraie référence à notre histoire collective. En 95, ils le font. Oui, en 95, ils le font. Et donc à Guînes, donc toujours dans le Pas-de-Calais, revoir salaire et abolition des privilèges des ministres, sénateurs, députés. La demande de proximité, c'est aussi la proximité des élus. Il y a une sensation d'éloignement, j'ai eu l'impression en 2019 assez folle. Moi, le peuple d'en bas, voici mes doléances au peuple élu. Ce n'est pas un cahier de droits et devoirs, car nous n'avons que des devoirs et le peuple élu à tous les droits. Donc là, c'est pareil, c'est assez fort. Et enfin, je voulais dire quelque chose sur les femmes, parce que... Alors en 89, elle ne s'exprime pas, mais quand même en 2019, c'est un peu différent. Sauf que c'est un homme qui écrit, c'est un Jean-Pierre à Achicourt, non Pas-de-Calais. Les femmes manifestent et lorsqu'elles sont dans la rue, on peut s'attendre au pire. La France en 89 a guillotiné une famille royale. En ce temps-là, le climat est très différent. Mais à l'heure actuelle, comme Stéphane Bern a dit à M. Macron, le climat est pire. Voilà. Et moi, je voulais citer deux choses. C'est pas des doléances entières, c'est plutôt des mots de la fin. Donc ça rentre dans ce qu'on disait sur la défiance et en même temps, à vous qui lisez ceci, tout n'est pas dit ici et ce qui est écrit, vous le savez déjà, même si ça ne sert à rien, ça soulage d'en parler. Je trouve que c'est super. En fait, c'est fou le nombre de gens qui disent ça. De finir comme ça. J'étais frappé. Et ça, c'est mon éclat de rire aux archives départementales de la Nièvre. Le mot de la fin, que notre président arrête de nous prendre pour des boubours. Et je voulais dire ça, on rit aussi beaucoup quand on lit ces cahiers. Michel, est-ce qu'on rit en lisant tes cahiers, toi ? Je dirais pas non. On ne rit pas, mais on salue et on honore un certain nombre de choses. Et en particulier, je voulais rebondir là-dessus, le travail. Parce que là, on sent dans les cahiers de 45 les réformes à venir. Elles n'ont pas encore eu lieu, elles sont à venir et on sent que le pays les réclame. Et alors, il y a une insistance sur... alors, encore une fois, aujourd'hui, c'est certainement pas dans ces termes que ça se dirait, mais il faut comprendre que le travail dont on parle là, ce sont aussi les travailleurs dont il est question. Alors, c'est toujours la scène, ville ouvrière. Le travail doit être glorifié et les travailleurs honorés. Bon, ça n'a l'air de rien, mais on a ressenti le besoin de l'inscrire. Et ça va se traduire à Paris
en juillet 1945, la commission qui s'occupe des questions du travail et de la sécurité sociale commence par cette phrase « Un pays n'est grand que par le travail de son peuple. Tous les citoyens doivent donc concourir à sa grandeur, ce qui implique l'obligation au travail pour chacun dans la mesure de ses moyens. » Donc, il y a plusieurs choses là, qui sont dites et qui, je crois, éclairent la volonté à la fois d'honorer le travail et de reconstruire le pays avec les efforts que ça signifie. Mais indéniablement, il y a une volonté de transformation sociale considérable. Alors même, ça peut se dire naïvement, même la résolution travail de juillet 1945 à Paris envisage la suppression du profit. C'est très curieux, tel que c'est formulé, mais il a fallu que ça passe. Et c'est passé. Alors là, on va vers la fin. Résultat, deux questions qu'on peut un peu mélanger. Ces cahiers ont été rédigés, des personnes, soit en assemblée, soit individuelles, ont exprimé pas que leurs doléances, leurs désirs, leurs rêves, leurs projets, leur bout de vie. Et au final, qui a lu ces cahiers? Est-ce qu'ils ont été lus aux États généraux, devenus Assemblée nationale constituante? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aux États généraux de la Renaissance française de 1945? Et puis le gros morceau, que sont devenus les cahiers, alors on va pas dire du grand débat, mais prévu dans... Voilà, de 2019. Voilà, c'est la dernière question. Alors en 89... Et qui va peut-être être un peu triste avant ces mots chouettes qu'on a eus sur ce qu'il y avait dans les cahiers. En 1789, en fait, dès le lendemain des États généraux, la machine se grippe et, percutée, transformée de l'intérieur par les députés du tiers-État qui refusent de travailler, qui bloquent pendant un mois et qui transforment les États généraux en révolution. Donc ces cahiers, ils n'ont pas servi immédiatement dans le cadre qui était voulu. Par contre, les députés de l'Assemblée nationale, qui est proclamé le 17 juin, est réellement formé le 27 juin 1789, quand le roi appelle tous les membres calcitrants de la noblesse et du clergé à rejoindre les autres. Ils vont inspirer la Constitution, le programme de réforme, etc. Mais après, c'est très difficile de voir comment. Ce qui est sûr, c'est que les cahiers de base, ils sont rassemblés à Versailles, ils sont dans une salle. Alors, non, c'est les synthèses. Ils les emmènent avec eux, les députés Ouais. les emmènent avec eux par ordre, parce que c'est séparé. Et donc, les cahiers de départ, ils restent dans leur bailliage, etc. Et par contre, il y en a un certain nombre qui sont publiés aussitôt. C'est intéressant parce que ça veut dire quand même qu'il y a des communautés qui se sont dit c'est pas possible que cette voix-là ne soit pas entendue. C'est vraiment la notion de publicité. C'est-à-dire que si c'est pas rendu public, ça sert à rien. Ça doit être conservé, il faut le rendre public, il faut le faire circuler. Et là, on est dans la tradition des Lumières, là, vraiment. De l'idée d'une diffusion par les écrits pour provoquer un débat, des communautés aussi, politiques, qui puissent se former une opinion avec la circulation des écrits. Alors après, par qui c'est élu, ça, c'est très difficile à savoir. On sait comment ça circule, comment c'est produit, mais l'histoire de qui les lit, etc., c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a une première vague de publication. Et la deuxième vague de publication, c'est hyper intéressant, je pense que pour parler de ceux de 2019, c'est sous la Troisième République, dans un contexte de grosses menaces sur la République. On est après, quasiment pendant, mais après l'affaire Dreyfus. On est après le boulangisme, on est quasiment au moment de la formation de l'Action française, donc les royalistes sont encore très nombreux. Et en 1903, Jean Jaurès, historien, mais aussi député, prononce un discours à la Chambre des députés en disant « c'est très bien, les cahiers de doléances, donc tout l'héritage de la Révolution, ils sont dans les archives, mais ils sont mal classés, pas classés, ils ne sont pas consultés. C'est un héritage républicain qu'il faut absolument faire connaître dans l'objectif d'éduquer, en fait, d'enraciner la République. C'est après les lois scolaires, c'est au moment aussi les historiens publient en masse toute la documentation sur la Révolution française, les actes du Comité de salut public, de la Commune de Paris, des débats parlementaires, les archives parlementaires, c'est une grande édition pour restituer tous les débats des clubs du Jacobin, par exemple, ou de l'Assemblée nationale. Il y a l'idée qu'on construit des sortes de monuments de papier ou des digues de papier.
et que ça va faire rempart. Parce que si on transmet cette culture-là et si on la patrimonialise et qu'on la diffuse, eh bien alors on pourra s'en servir pour lutter, pour défendre des droits, pour défendre un héritage aussi. Et Jaurès dit, il faut publier, il faut que l'État s'engage à publier systématiquement les cahiers. Eh bien ça a été fait par une commission qu'on a appelée la commission Jaurès, qui a publié systématiquement les cahiers et qui ont ensuite été republiés. Les 60 000 alors, je ne sais pas si les 60 000 ont été publiés, mais énormément. Voilà. Et puis, alors, à la fin du XXe siècle, il y a eu des rééditions au moment du bicentenaire de la Révolution. Et plus récemment, c'est toutes les opérations de numérisation et de mise en ligne, surtout, de ces cahiers originaux par les archives départementales qui font un travail de fou. Ah ouais, mais les résultats, c'est super. Et en fait, ça veut dire qu'on peut y accéder. Alors, Ouais, c'est pas si facile, mais quand même. Donc, ça veut dire que, comment dire, s'ils sont parvenus jusqu'à nous, si on peut les consulter facilement, c'est parce qu'il y a un engagement de l'État, des fonds publics, sur le long terme, pour que ce patrimoine et cette culture politique, en fait, qui nous appartient à toutes et à tous, eh bien, soit transmise jusqu'à nous. Voilà, donc ça, c'est assez important. Ouais, puis ça, on va y revenir sur le problème actuel de ce... Jaurès revient, on va dire. Ouais. Oui, alors il n'y aura pas eu de Jaurès pour les États généraux de 1945. Alors il y a plusieurs facteurs. D'abord, ça n'est pas quelque chose d'officiel. L'administration ne soutient pas la réunion de ces États généraux et toute la procédure qu'elle enclenche. Ce sont les CDL qui sont en voie d'effacement. Donc, comité de la libération, pour ceux qui sont arrivés parce qu'il y en a comités départementaux de libération. Ça vient, ça rentre, donc il faut des fois réexpliquer les acronymes. Donc, les initiateurs, ce sont les comités départementaux de libération et le CNR, qui sont en voie d'effacement au fur et à mesure où le système politique plus classique se met en place. Bon, très vite, en octobre, il y a des élections qui vont en même temps traduire l'écho, me semble-t-il, de ces États généraux. C'est-à-dire que le programme du CNR aux premières élections générales d'octobre 1945, il est maintenant connu. Et il a été, d'une certaine façon, ratifié, réapproprié par la procédure des États généraux. Et donc, ce succès du programme du CNR qui fera dire à Saillant, le programme est maintenant au pouvoir, et ça va se vérifier. La première constituante est celle qui réalise les grandes réformes de la libération. La deuxième constituante sera plus timide là-dessus, et après, ça s'arrêtera. Donc, on est dans l'élan donné. Mais cette procédure n'a pas été officielle. Elle reste de l'ordre des initiatives des CDL. Les CDL, je l'ai dit, s'effacent. La guerre froide va arriver là-dessus. Elle va faire éclater toutes les solidarités qui s'étaient construites dans la résistance. Et donc, une bonne partie de cette documentation va tout simplement se perdre. Elle ne sera... on en trouve quelques traces, c'est très variable, que dans des archives départementales où le secrétaire du CDL a eu l'idée de verser aux archives départementales, c'est pas le cas partout. Et moi, le fonctionnement des États généraux, j'ai pu le comprendre et trouver ce qui s'était discuté à Paris en juillet 1945, parce que par hasard, dans les combles de l'ancienne maison de Saillant, on a retrouvé toutes ces archives qui avaient été conservées. On les a récupérées au Centre d'histoire sociale et on les a mis, ils sont maintenant accessibles. Mais sinon, c'était perdu. Alors j'ai vu que là, pour les 80 ans de la Libération, il y a plusieurs projets, notamment un projet artistique théâtral autour des cahiers de doléances de 1945. C'est très local. Hein. Ouais, c'est très local. C'est très local. Bah, c'est organisé précisément dans cette petite ville du Lot dont je parlais tout à l'heure, de Montcuq, où il y avait eu une très forte participation. Et où les cahiers, c'est les seuls qui ont été conservés aux archives départementales de Cahors.
Alors, je te laisse parler parce que je ne vais pas résumer ce que Non, mais en fait, ce qu'on j'étais voit moi- dans ton film. Ouais. Donc, Mais toute j'étais cette en histoire, train quoi. de rechercher, moi, du coup, le courrier officiel qu'on retrouve à chaque fois qu'on va dans une archive, t'en témoignes, Guillaume, qui, quand on va demander le fonds global, par exemple, d'un département, ça démarre effectivement par ce courrier qui est signé par 4 ministres. C'est sûr que comme c'est de l'histoire récente, bah, ça nous intéresse parce que tous les gens qui ont signé ce courrier, ils sont encore là, quoi. C'est-à-dire que c'est Sébastien Lecornu, Christophe Castaner, Franck Riester et Emmanuel Vargon, qui en fait expliquent que 15 000 cahiers sont en cours de traitement. De traitement numérique. De traitement numérique et surtout d'une sorte de synthèse, c'est-à-dire voilà, d'un bilan, d'un premier bilan, etc. Et qu'ils remercient tous les services. Alors, comment ça s'est fait concrètement ? En gros, pour juste le trajet des cahiers, les cahiers, ils ont été réquisitionnés par les préfectures et les préfectures les ont ensuite versés aux archives départementales. Dans l'intervalle, il y a eu un moment donné où ça a été numérisé. Alors, par qui ? Pour essayer de constituer un fichier global, puisqu'il fallait bien, si on voulait faire une synthèse et un bilan, il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait des verbatims exploitables, notamment par des logiciels d'analyse fine du langage et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même une sorte de rendez-vous donné à la nation le 15 avril, donc très, très rapide en fait, extrêmement rapide. Et cette rapidité, elle s'explique. On a envie de clore la séquence. Ouais. Les fameuses séquences politiques. C'est sûr que si ça prend des mois, voire des années d'analyse, alors qu'effectivement, on peut imaginer que le temps des chercheurs aurait été des années. Pour prendre le temps de se plonger, etc. Là, non, on ne veut pas que ça traîne, parce que ça permet quand même de dire, on vous a écouté, on a tiré le bilan, on passe à autre chose. Donc, il y a comme ça une sorte de grands moments, plutôt de façade politique au Grand Palais, avec les membres du gouvernement, Édouard Philippe, quelques journalistes, quelques personnes, il y a peut-être 200 personnes, c'est là où on fait la restitution, avec l'analyse des nuages de mots, un vidéoprojecteur, enfin bon, on imagine bien la scène. Et Emmanuel Macron, donc ça c'est un peu tout le sel des événements historiques, c'est qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole pour clore lui aussi ce moment le 15 avril. Et on a retrouvé effectivement des extraits de journaux où tous les journalistes disent ce soir, dans 2 heures, prise de parole du chef de l'État pour clore le moment grand débat. Et voilà. Et là, Notre-Dame se met à brûler. Bon, évidemment qu'il n'y a pas de théorie du complot à avoir, je vous rassure tout de suite. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. C'est l'histoire quoi, qui se fait, c'est-à-dire que c'est un moment où on bascule de ce fait dans un autre registre. Un peu sauvé par le gong, j'ai envie de dire. Évidemment qu'Emmanuel Macron ne va pas honorer sa prise de parole ce soir-là, puisqu'en fait, il est appelé à d'autres missions, sur une autre urgence. Et je pense évidemment, que les équipes un peu de communication se disent, voilà, en fait, la séquence est passée. On ouvre sur une autre séquence. Et nous, c'est vrai qu'on a toujours, comme c'est un peu concomitant, moi, récemment, j'ai été interviewée par une radio, j'ai dit, mais c'est quand même fou. Là, on est 5 ans après. Notre-Dame de Paris a retrouvé toute sa superbe, et c'est formidable. Il y a eu des fonds publics, des fonds privés, ça a coûté extrêmement cher, mais tant mieux. C'est vrai que c'est un monument français, on l'a restauré. Mais dans le même temps, avec ces 5 années et demie qui se sont écoulées, qu'est-ce qu'on a fait des cahiers de doléances ? Autre grand monument français, autre patrimoine dont on doit prendre soin. Et là, le bilan, il est quand même nettement moins reluisant, quoi. C'est-à-dire que ces cahiers... alors, on dit souvent, on a envie de les rendre publics. Dans les faits, ils sont pas non plus sous cloche. Ils sont pas cachés. Voilà, ils sont pas cachés. Il n'y a pas un verrou devant chaque cahier. Ils ont été heureusement très bien conservés. Et on peut saluer le travail des archivistes par les archives départementales. Et tout un chacun
peut y aller et en fait accéder à une partie du fond, puisqu'il y a des cahiers, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu technique, mais il y a certains cahiers qui sont classés, qui sont sous dérogation pour 50 ans, mais beaucoup sont accessibles immédiatement. Après, il y a moi quelque chose encore une fois, dans mon enquête qui m'a fait hurler. Déjà, de par mon expérience, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais dans dans un nouveau département, dans une archive, on me disait, vous êtes la première à les lire. Voilà. Donc le constat que l'attention n'a pas du tout été fléchée sur le fait qu'on pouvait trouver ces cahiers quelque part, et voilà où ils se trouvent. Après, on en a déjà discuté, c'est inhibant d'aller dans des archives départementales. Enfin, c'est-à-dire, c'est une démarche qui est lourde, et moi, je peux en témoigner. Sans l'aide des salariés des archives, il y a bien des moments où j'aurais pas pu accéder aux cotes parce que, en fait, c'est technique de rentrer des cotes, etc. Et pour finir, il y a quelque chose, moi, qui m'a fait hurler. Et on voit bien comment ça peut être pernicieux, en fait. C'est que on a retrouvé des questions au gouvernement qui ont été émises par certains députés en 2019, en 2020, etc. Et qui disaient, mais finalement, vous aviez... Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais la promesse... On la retrouve, la promesse de dire, c'est justement Sébastien Lecornu qui est interviewé par Léa Salamé sur France Inter, donc en fait c'est marrant parce que tout ça est très contemporain, en février 2019, et qui lui dit, mais alors qu'est-ce que vous allez faire de tous ces écrits, de tous ces cahiers qui sont ouverts ? Évidemment que nous allons publier tous ces écrits, toutes ces doléances dans un format open source. Donc la promesse de l'open source, elle était réelle. Les gens l'ont entendu. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils se sont déplacés. Et dans ces fameuses questions au gouvernement que j'évoquais, il y avait cette idée de dire des députés qui disaient, mais alors, où en est-on de la promesse ? Et la réponse de l'exécutif, souvent de ministres de l'exécutif, c'était de dire, vous savez, nous, on a des nouvelles, des comptes rendus des archives, personne ne les réclame. Donc, en fait, les gens s'en désintéressent. Pourquoi les rendre publics ? Donc, vous voyez le raisonnement absolument génial. Et donc, c'est là où il y a une vraie colère, enfin, que je ne suis pas du tout la seule à ressentir. Nous, on a fait un petit tour de France des projections débats, et en fait, dès que les gens déjà se souviennent, parce qu'il y a une amnésie à l'endroit de ces cahiers qui a été provoquée, à mon avis, par des choses diverses, mais donc quand les gens se souviennent en disant mais oui, c'est vrai, et c'est pas vieux, et je me souvenais plus, mais ils existent, et ils comprennent effectivement l'importance de ces écrits pour notre vie citoyenne. Moi, c'est clair, c'est après avoir vu ton film, ou même si on avait pu en parler avant, je me suis dit, mais il faut... Après, j'avais une espèce de besoin d'écrire à tout le monde en disant, mais il faut se battre, il faut absolument que ce soit publié, il faut faut faire quelque chose. Enfin, ça donne... Oui, ça rend en colère Et effectivement, ils sont dans les archives départementales, mais oui, je vois très bien ce que ça peut avoir d'inhibant et d'impressionnant de rentrer, de demander à consulter des cahiers de doléances dans des archives départementales. Sans compter qu'il faut bouger, quoi. C'est ça, oui. Les 50 ans, puisque je vois qu'il y a une question là-dessus, c'est parce que c'est le Code du patrimoine, c'est l'idée que c'est la loi de protection des données personnelles. S'il y a l'identité des personnes, alors d'abord parce qu'ils l'ont parfois écrite, et que même s'ils l'ont écrite sur un cahier qui était a priori public, c'est pas complètement toujours sûr. Il y a des débats pour savoir s'ils voulaient vraiment qu'on révèle leur identité. C'est pour ça que quand on les lit, on dit le prénom, voilà, on respecte ça. Et d'autres qui ont écrit des mails. Et donc là, on a leur identité. Et parfois, ils parlent de choses qui pourraient les impliquer, enfin, qui pourraient être embarrassantes. Donc en fait, pendant 50 ans, on n'a pas le droit de consulter les archives. Oui, sauf dérogation. On peut demander une dérogation. Sur dérogation, c'est pas en libre communication. Ouais. Voilà. Mais il y en a plein qu'on pourrait... Mais bien sûr. Ouais. Et au début, c'était hyper dur de les consulter. Il fallait faire une dérogation au ministère. Enfin, il fallait remonter jusqu'au ministère si on n'avait pas de réponse localement. C'était hyper dur. Voilà, ça s'est un peu simplifié depuis, mais en fait, voilà, c'est pas vraiment public. Si c'est pas diffusé, c'est pas public. Non, puisque j'ai vu sur le blog d'une archiviste qui s'appelle Marianne Chabin, que tu... je connais bien, ouais. Ben ouais, ouais. Je savais. Elle dit qu'en plus, dans le premier travail de numérisation, il y a eu un travail de... En fait, beaucoup de cahiers ont été démembrés, déreliés,
découpé, que voilà, il y a les archivistes à ce moment-là n'ont pas du tout été mobilisés, la compétence archivistique n'a pas du tout été mobilisée, et que pour essayer de répondre à des items que l'on cherchait, on a aussi enlevé dans ce travail de numérisation et de découpage tout ce que tu disais, de bouts de vie, de trucs qui sont pour nous chercheurs d'une richesse et chercheuses, et pour les citoyens aussi évidemment, énorme, et que ce travail de numérisation, il faut qu'ils prennent les couvertures avec le temple antique, il faut qu'ils prennent les dessins, il faut qu'ils prennent tout ça, et pas se tenir à... Il est très intéressant ce blog, je trouve moi j'ai appris plein de trucs. Oui, mais je pense qu'il faut le mettre effectivement à Marianne Chabin. En fait, ça je veux vraiment en témoigner, parce que ce qui a été fou dans cette recherche, qui n'est pas vraiment finie, j'ai du mal à quand même tourner la page des doléances. Ouais, j'imagine, parce qu'une fois qu'on est... C'est les rencontres avec plein d'alliés, en fait. C'est-à-dire que c'est une ancienne archiviste, c'est une archiviste chercheuse qui a fait l'école des chartes, Marianne Chabin, elle est à la retraite aujourd'hui. Et dans son coin, c'est-à-dire à La Rochelle, en Charente, vraiment comme quelqu'un de convaincu mais d'isolé, elle a commencé à dire moi je vais faire le boulot et je vais créer un blog et je vais documenter et je vais faire des analyses sémantiques et moi c'est ça l'objet du film, ça a été ça, c'est de commencer à relier toutes ces activités isolées. Parce qu'évidemment, je suis aussi tombée sur cette fameuse et extraordinaire chercheuse creusoise Manon, qui a demandé à des bénévoles de l'aider à transcrire des doléances. Puis après, au groupe Girondin, avec Emma Gali, qui était entourée de gilets jaunes. C'est des gilets jaunes qui lui ont demandé de se réintéresser à la matière. Et l'émergence de tout ça. Et ça continue encore plus, évidemment, avec le film qui a permis de donner un peu d'allant, voilà. Et cette citoyenneté, en fait, vivace, c'est ça que ça déclenche. Les gens disent, c'est un symbole, en fait. Et les symboles, c'est la démocratie. Je pense que ce qu'on entend aussi, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, ça a été des symboles d'actes éminemment démocratiques. Oui, c'est clairement revendiqué. En tout cas, les États généraux de 1945 se conçoivent comme, c'est l'expression de l'époque, une démocratie agissante, c'est-à-dire une démocratie qui ne consiste pas seulement à voter tous les 4 ans ou tous les 5 ans, mais à être partie prenante de ce qui va se faire dans le pays et de pouvoir peser dessus. Qu'on soit citoyen, citoyenne et pas seulement électeur, électrice. Absolument. Quoi. Absolument. Ce qui est assez tragique dans cette histoire, c'est que dans cette série de consultations qui ont été entreprises, parce qu'il y a le débat, il y a le cahier, etc., une chose est de dire que ces paroles-là vont être tordues, manipulées, interprétées, instrumentalisées, tout ce qu'on veut. Mais c'est une autre de dire qu'elle ne va tout simplement pas être restituée. Ouais, c'est ça. Et que ça, en fait, c'est presque... Comment dire, il y a presque pire que de ne pas consulter la population, c'est de trahir cette demande-là, en fait. Parce que quand on lit ces cahiers, enfin, moi, j'en ai pas lu tant que ça, finalement, dans 5 départements. En fait, on sent que les gens, ils se sont déplacés, que c'est pas anodin de se déplacer. C'est une démarche. C'est pas être derrière son ordinateur, c'est aller à la mairie. Souvent, il y a des personnes âgées, on sent, en situation de handicap. Enfin, franchement, des fois, c'est dur, hein, vraiment. Dans la Manche, par exemple. Enfin, et en fait, de se dire que ça pourrait être perdu, en fait, c'est pas possible. Enfin, il y a quand même, ça fait quand même partie de notre bien commun, enfin voilà, et il faut que ça alimente puis il y a un truc de dignité, de reconnaissance, enfin. Non, puis en fait il y a quand même ce truc, encore une fois, c'est quand même, on est dans le paradoxe, on nous a demandé à nous de vivre des vies numérisées en permanence, surtout en ruralité. Je veux dire, pour faire la moindre fiche d'impôt, il y a plein de gens en ruralité qui ont dû se forcer à aller sur Internet. Mais les cahiers, non. Mais dès qu'on touche à un endroit démocratique extrêmement sensible et qui nous concerne tous, Français et Françaises, alors là, non, il n'y a plus personne. Il faut que ça reste à l'état de cahier, papier, feuille, au fin fond des archives départementales. C'est quand même extraordinaire, quoi. Alors, peut-être pour terminer sur quelque chose un peu d'espoir, parce que là, on touche à la fin. Bon,
qu'est-ce qu'il y a comme mobilisation actuelle pour faire cette publication? Donc, il y avait la proposition de loi, mais qui a sauté à cause de... Oui, mais qui a été réinscrite. Qui a été réinscrite. Alors, peut-être tu peux en dire... C'est pas une loi, c'est une résolution. Ouais, pardon. Donc, c'est un petit peu en dessous de la loi en termes de pouvoir législatif. Malgré tout, encore une fois, on est dans l'ordre du symbole fort, c'est-à-dire que... alors... Il faut savoir que ça vient quelque part de nous, nous, citoyens, un peu dans l'environnement du film. On est allé voir donc, une députée, Marie Pochon, qui est écologiste, mais on lui a demandé d'être transpartisane. Ça, c'était très important, de faire tout de suite une démarche transpartisane, parce que moi, je dis toujours, quand je suis allée voir les gens, les uns et les autres, après avoir lu leur doléance, j'ai demandé à personne pour qui voter, c'était pas la question. C'est ça qui rassemble, en fait, dans les doléances, c'est que on est au-delà de la politique partisane. Et il faut évidemment respecter ça à la lettre. Donc elle a lancé le truc, mais elle a évidemment, du coup, demandé à des députés de tous bords dans l'arc républicain de s'associer à cette résolution. Elle a été déposée en juin, donc il faut savoir qu'avant la dissolution, on était à 10 jours de passer dans l'hémicycle. Je me souviens très bien. Ouais. Voilà, donc on avait nos fauteuils de séance et tout. Bon, mais elle a redéposé là récemment, et donc il y a un petit travail législatif à faire pour que ce soit réinscrit au passage dans l'hémicycle, mais on espère on n'a pas la date encore. Non, on n'a pas la date encore, mais ça pourrait vraiment être si on a de la chance fin de cette année, ou en tout cas début 2025. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les députés votent pour dire si la résolution est votée, ça veut dire on encourage fortement le gouvernement à faire ça, à aller jusqu'à la publication et une plateforme numérique des doléances. Bon, c'est un encouragement fort, hein, c'est pas autre chose. Il n'y a pas d'obligation. Ouais. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est qu'on est encore une fois... Alors, quand je dis qu'on est plusieurs, c'est qu'en fait, là, on compte aujourd'hui une vingtaine de groupes locaux maintenant. C'est quoi les groupes locaux? C'est des gens qui, avant ou après le passage du film, peu importe, se sont auto-constitués, souvent des citoyens, et qui ont dit, nous aussi. À l'échelle départementale, on va aux archives. On se rend aux archives et on fait ce travail finalement de numérisation. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire dans des archives, c'est on peut prendre des photos. Et donc, si on s'y met à plusieurs, on y passe quelques jours et on prend toutes les photos des doléances des cahiers communicables. Donc là, il y a une vraie volonté du terrain et donc, nous, on a envie de porter ce projet, de faire une plateforme citoyenne. C'est-à-dire de dire, on va cesser d'attendre que l'État le fasse. Faisons-le nous-mêmes. Ouais, un wiki, quoi. Voilà. Wiki cahier. Voilà, une plateforme citoyenne où on retrouverait toutes les doléances de donc partout tout le monde en a France. Son appareil photo, file aux archives et prend... Donc si ça intéresse en tout cas des gens, il faut écrire à lesdoléances@gmail.com, tout simplement. Ouais, on peut le mettre, ça. Ouais. Et puis il y a des gens formidables dans l'Aveyron qui sont proposés de fédérer les groupes locaux, etc. Donc il y a quelque chose qui va se faire. C'est beau. Il faut faire tout seul, en fait, à un moment donné. Hein? Est-ce que vous avez une réaction? Non. Alors, par ailleurs, j'ai vu qu'il y avait le 16 novembre aux Amandiers une lecture de textes qui ont été écrits à partir des cahiers de doléances. De Nanterre. À Nanterre. Une projection de ton film aussi et une table ronde sur ces questions-là. Il y a des textes qui circulent, donc il y a 1000 façons de continuer à se renseigner sur ces cahiers, d'essayer de les retrouver, d'essayer de les défendre, des pétitions. Voilà. On est tous un peu fatigués là, non? Moi j'ai la crève en plus. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ben non. Non? On continue. Oui. Non, merci. À essayer de les... On continue à essayer de les défendre. De toute façon, moi, c'est aussi... c'est pour partie... en plus, parce que ça m'intéresse de travailler. Et puis, parce que, comme je fais l'émission d'histoire, je me suis dit que c'était intéressant de les mettre justement en regard d'une histoire longue de ces cahiers de doléances
de leur contenu, de leurs usages, de ce qu'ils représentent, tout ce qu'ils ne représentent pas, de ce qu'ils disent, des fractures. Ce qui est apparu là, c'est les fractures ville-campagne que vous retrouvez. Donc, mais c'était aussi parce que c'était ma façon de participer avec mes petits moyens à ce mouvement pour la publicisation, la publication en open source des cahiers. Et j'essaye par d'autres moyens, mais voilà, ça me paraît important de le faire. Et puis il faut voir le film. Ah, ça, faut D'abord voir le parce qu'il film. raconte une super histoire. Ouais, c'est déjà, vrai. Ouais. c'est un film, déjà, d'abord. Oui, c'est un film. Ouais. Et puis c'est un outil de fou, et ce qui montre que des fois, il y a des films qui peuvent Ah, puis ça faire booste. bouger. Hein. Ouais. On sort avec... On est régénéré, comme ouais, c'est disaient ça. mes ancêtres révolutionnaires. En colère, mais en colère positive, avec envie de faire des choses. Moi, j'avais envie qu'on sorte du film en ayant envie d'agir. C'est ça, mais moi, ça a vraiment été ça. On s'est retrouvés après dans un resto, on s'est dit « Ouais, faut qu'on fasse tout ça !» Alors qu'avant, c'était pas la priorité, enfin, j'y pensais pas particulièrement. Alors que maintenant, c'est vraiment quelque chose, je le dis régulièrement, j'y insiste. C'est devenu une espèce de petit combat, de petite musique du combat qui est toujours là, en me disant il faut vraiment. Et puis parce que c'est, je voyais quelqu'un qui évoquait, je l'ai vu passer, puis c'était pas un moment où je voulais pas vous couper la parole, mais qui évoquait ce dont on parlait en montant, le fait que Barnier dit que il veut et s'appuyer sur alors j'ai exactement la phrase de Barnier, je l'ai pas, mais sur ce que disait Gilets jaunes, ils me demandaient mais pourquoi il prend pas les cahiers. Et dans le film, un des personnages, on va tout dire ce qu'il y a dans le film pour que les gens aillent le voir, mais qui dit mais en fait quand on l'analyse, on se rend compte ce que veulent la majorité des gens, et ce qui sort et qui n'est pas du tout ce que pense le gouvernement Barnier. On est bien d'accord. C'est la plus grande consultation, hein. Depuis la Révolution française. Faut voir ce que c'est quand même, ce corpus. Hein. Ah oui, non, mais ça, et donc en fait, si on veut des outils ouais. pour comprendre ce qui ne va pas, là, pour le coup, il n'y a qu'à se pencher dessus. Hein. Ah bah, c'est mieux que des sondages avec des questions fermées pour... Non, mais c'est évident. Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça démontre? Et on est quand même dans une crise démocratique majeure. Bon, aux États-Unis, on n'en parle même pas, mais ici aussi, en Europe, il y a quand même quelque chose qui nous menace tous. On le sent, c'est viscéral, en fait. Il y a une chez tout à chacun. Et en fait, pourquoi je disais je suis régénérée, je suis une citoyenne régénérée? Parce que c'est l'appétence, en fait, pour la chose publique. Ouais. Ces cahiers, non seulement quand on les lit, mais aussi là, tout ce qu'ils provoquent. Les gens, s'il y a un truc qu'ils ne veulent pas lâcher, c'est la démocratie et la République. Et ça, je trouve que c'est extrêmement positif quand même. Alors, je l'ai pas encore lu, mais ça me fait un peu penser au travail de Vincent Tibéry, qui dit que quand on regarde la société médiatisée, je l'ai entendu, mais j'ai pas encore lu son ouvrage, les médias et la politique, on a l'impression d'une société beaucoup plus à droite que quand on fait du travail quali de terrain. Et c'est ce qui sort aussi de ça, d'une certaine façon, de la lecture des cahiers de doléances. Ah bah, après, moi, on m'a posé la question récemment et je réponds pas à la question sont-ils de gauche ou de droite parce qu'encore une fois, je trouve que ça clive, tu vois, par rapport à ce que je disais avant. Par contre, l'aspiration, encore une fois, c'est... ce que tu disais à la justice fiscale et pas à moins d'impôts. C'est vraiment une société de l'égalité et de la justice et aussi de la fraternité, puisqu'il y a des questions sur... alors, pour te répondre plus simplement, il y a quelqu'un qui avait essayé de synthétiser en 3 mots. On avait les mots tout à l'heure de 45. Encore une fois, l'analyse un petit peu profonde là. Et on pouvait retrouver beaucoup de thématiques autour de ces 3 idées. La citoyenneté, la solidarité et la proximité. C'est ce que j'appelle la politique populaire, hein. C'est-à-dire celle qui ne passe pas ou parfois s'impose à la politique instituée, c'est-à-dire une politique de proximité, de l'immédiateté aussi, et du concret dans les résultats et dans ce que l'on obtient. Et ça, effectivement, la politique instituée telle qu'elle fonctionne dans une 5e République un peu à bout de souffle, n'est plus en mesure de la restituer. Ça, c'est clair. Il y a une petite question. On demande si les cahiers parlent de l'Union européenne.
Alors, il y a des gens qui vont dire, qui vont, encore une fois, tu sais, les fameuses listes de courses, parce qu'ils disent politique intérieure, etc., et relations internationales et politique européenne. Mais c'est quand même assez rare, en fait. Moi, cette idée de l'Europe, je ne l'ai pas tant retrouvée que ça. Est-ce que toi, de façon empirique... Alors, ce que j'ai quand même remarqué par rapport au cahier de 89, c'est la capacité à connecter des espaces différents. On est dans une société qui est quand même super éduquée, scolarisée, alphabétisée, et quand même la culture politique, c'est-à-dire, là, il y a des gens qui sont capables de relier des échelles. D'ailleurs, ça donne confiance aussi. C'est un portrait de collectif qui emprunte une forme de sagesse collective, d'intelligence collective, quoi. Et alors, il y a quand même des questions internationales liées aux échelles qui nous dépassent. C'est toujours pour mettre en valeur la proximité. C'est souvent dans ce sens-là, j'ai l'impression. Alors après, combien ça... Je suis pas capable, j'ai pas travaillé sur une grande quantité. 5 départements, c'est rien. Alors, je vois quand même, je n'ai pas tout entendu, mais il faut rendre hommage à Fabrice d'Allongeville, maire de l'Oise. En fait, le film... Le film est sur... Le film... Le suit, l'accompagne. À la minute 1, il y a Fabrice d'Allongeville. Pendant 60 minutes, on l'accompagne. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Eh ben, je vous souhaite à toutes et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, aux postiens, aux postiennes, une bonne soirée. Merci à vous trois. Donc, le film d'Hélène, que l'on peut voir en replay sur France TV. Le livre de Michel sur les États généraux de 1945, une expérience démocratique oubliée. Et puis voilà, on peut voir plein de cahiers de 1789 grâce au travail des archives et de Jaurès, tout ça. Voilà, je ne connaissais pas cette filiation. C'est plus difficile d'en trouver en ligne sur 45, mais on en trouve quelques-uns. On en trouve quelques-uns de 2019, mais pas tant que ça. En revanche, voilà. Non, mais il faut inviter les gens à y aller. Voilà, et vous pouvez y aller 1 heure et demander juste votre commune. Ouais, c'est ça. Et puis, si vous voyez passer toutes les initiatives en faveur de leur publicisation, rejoignez, signez, faites connaître, diffusez. Voilà, plus on sera nombreux et nombreuses à le faire, plus au bout d'un moment, il faudra bien qu'ils les mettent en open source. Ces cahiers, notre commun. Merci beaucoup. Merci. Merci.